Léo était un enfant sanglier solitaire, trahi par l'humanité pour être le héros le plus puissant, et réincarné par Dieu en seigneur démon pour anéantir le monde entier. Et à la fin de la guerre entre le roi démon et les 6 héros, à l'ère du dieu sacré, c'était l'âge des légendes, où Dieu, esprit et magicien régnaient sur le monde, nous rencontrons le seigneur démon, Léonis Manus. Il reçoit un rapport, les autres seigneurs démons sont tombés, et les 6 grands héros approchent pour le vaincre. On voit son armée de morts-vivants combattre les humains, mais un arbre géant pousse, et l'un des héros le chevauche. Elle tire sa flèche, qui se divise et fait pleuvoir la lumière sur le champ de bataille, ranimant les soldats au tombé. Un dragon apparaît pour les humains et commence le siège du château. Les humains se rapprochent, et l'arbre géant attaque avec ses racines. Léonis s'apprête à les affronter, mais son subordonné lui rappelle sa promesse à la déesse des ténèbres. Ce n'est donc pas encore l'heure de mourir. Léonis range son bâton, et on voit son château détruit. Il accepte la défaite, mais déclare qu'en tant que roi des morts vivants, il se relèvera après 1000 ans et reprendra son trône. Quelque temps plus tard, on voit 2 jeunes filles entrer dans une ruine. On apprend que la ruine a été découverte par un tremblement de terre, et elles l'explorent pour voir si elle contient un nid du vide. On rencontre Célia et sa servante Regina, alors qu'elles s'enfoncent dans la ruine. Regina se demande si elles trouveront vraiment du vide, mais Célia lui rappelle que le vide sont des créatures qui aiment nicher dans les ruines souterraines profondes. On les voit utiliser un compteur pour détecter la présence du vide, et elles tombent sur d'étranges statues. Elles pensent que la pièce pourrait être un lieu important, mais elles continuent d'explorer. Leur compteur s'affole en approchant d'une porte, mais elle semble scellée magiquement. Célia examine l'inscription, mais peine à comprendre. Regina pense que ça prendra du temps à déchiffrer, alors elle décide d'explorer seule. Célia continue d'examiner le texte, mais quand elle le touche, la porte s'ouvre soudainement. La pièce s'illumine, et un cristal géant est révélé de l'autre côté. Le compteur de Célia s'emballe, et finit même par se briser. Elle regarde le cristal de plus près, et réalise qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Retour dans le passé, Léonis trouve la déesse des ténèbres, Rosalia. Elle lui rappelle leur promesse. Dans 1000 ans, un humain capable d'être un réceptacle pour son pouvoir apparaîtra, et c'est son devoir de le trouver. Léonis la supplie de rester, mais elle s'envole. On voit Célia tenter de détruire le cristal, mais son arme semble sans effet. Léonis est réveillée par le dérangement et se demande comment elle est entrée, car la pièce devrait être scellée par magie. Il se demande si 1000 ans se sont écoulés et utilise un sort qui lui permet de comprendre Célia. Il pense qu'elle est une sorte de pilleuse de tombes, alors il s'apprête à la punir. Et son cristal se brise soudainement, la projetant au loin. Il s'approche pour la punir, mais Célia est soudainement confuse par la présence d'un enfant. Léonis voit son reflet et est choqué de n'être qu'un enfant. Il se demande si son rituel de réincarnation a échoué, et il semble être revenu à son jeune moi quand il était un héros. Célia se demande ce qu'il faisait dans le cristal et vérifie aussitôt s'il va bien. Léonis est embarrassé et trouve même Célia plutôt mignonne. Célia pense qu'il souffre d'amnésie et lui dit aussitôt qu'elle le protégera. Léonis n'en revient pas qu'un seigneur démon comme lui soit traité ainsi, mais une partie de lui apprécie et il finit par s'évanouir. Quand il se réveille, Célia lui donne à manger, mais on apprend qu'il a perdu le goût il y a des siècles. Il ne peut croire que son corps perde connaissance par faim et trouve ça humiliant. Il veut punir Célia pour son comportement irrespectueux, mais en pensant qu'elle a partagé sa nourriture, il se dit qu'elle n'est peut-être pas si mal. Célia se présente, révélant qu'elle est une épéiste en formation à l'Académie de l'épée sacrée. Elle lui demande d'en savoir plus sur lui, alors il se présente comme Léonis Manus. Elle trouve son nom intéressant, et Léonis pense qu'elle doit le reconnaître des légendes transmises à son sujet. Mais elle trouve juste que c'est un nom mignon, et l'appelle même Léo. Elle se demande comment il a fini dans la ruine, et pense qu'il a dû être kidnappé et piégé par le vide. Léonis ne sait pas de quoi elle parle, et l'interroge sur le vide. Célia est surprise qu'il ne sache pas, mais elle explique qu'ils sont l'ennemi de l'humanité, apparu soudainement il y a 64 ans. Pendant ce temps, on voit Regina explorer seule,
son compteur s'active et un cristal commence à bouger. Elle active immédiatement son épée sacrée et se prépare au combat. Célia explique qu'ils ignorent encore beaucoup de choses sur le vide, et Léonis se demande en quelle année ils sont. Cependant, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé, car ils utilisent un système de calendrier différent, et Célia lui dit juste que c'est la 64e année. Soudain, une explosion, et Regina signale l'apparition d'un vide colossal. Célia saute sur Léonis pour le protéger des débris, et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le mur est soudainement détruit, et un vide de classe au bras apparaît. Célia essaie de le tirer avec son arme, mais ça ne lui fait aucun dégât. Léonis s'apprête à le vaincre, voulant protéger son mausolée, mais il trébuche soudain sur sa cape, n'étant pas habitué à son corps. Le monstre se rapproche encore, mais il est soudainement soufflé par l'apparition de Regina. Elle s'interroge sur Léonis, mais Célia lui dit qu'elle expliquera plus tard. Le monstre commence à se relever, alors Regina transforme son arme en un canon encore plus grand, le tirant en pleine poitrine. Le monstre survit, et Léonis est surpris, reconnaissant la puissance de Regina au même niveau qu'un sort d'explosion de niveau 4. Regina leur dit de s'échapper pendant qu'elle achève le vide. Célia ne veut pas la laisser, mais pensant à la sécurité de Léonis, elle accepte de partir. En courant, Léonis pense que tout semble mal tourner. Il songe à revenir détruire le monstre, mais décide de rester avec Célia pour obtenir plus d'informations sur le monde actuel. Leur chemin est bloqué par un autre monstre du vide et Célia lui dit de courir. Elle s'apprête à le retenir, mais Léonis pense à révéler son pouvoir et le vaincre. Il est sur le point de lancer son sort, mais Célia le pousse soudainement, alors que le monstre attaque et la blesse gravement. Elle est projetée sur le côté et commence à saigner abondamment, mais elle s'inquiète toujours pour Léonis, lui disant de fuir et s'excusant de ne pas pouvoir le protéger. Un autre monstre apparaît et Léonis est encerclé. Mais quand il l'attaque, il est complètement protégé par une barrière. Il invoque son bâton et écrase instantanément un des monstres avec un sort de gravité de niveau 8. Il attaque ensuite avec une boule de feu, éliminant les deux autres monstres avec facilité. Cependant, il est choqué de voir que les os du monstre subsistent et il note que dans son corps actuel, ses pouvoirs ne sont qu'un tiers de ce qu'ils étaient. En tant que seigneur démon, il ne se soucie pas de la vie humaine, mais il reconnaît le courage de Célia. Alors il décide de la ramener. Tandis qu'il la ranime, on voit un symbole particulier apparaître sur son corps. Regina achève le monstre de son côté et essaie immédiatement de contacter Célia. Léonis est étonné que les humains aient développé une telle technologie, et Célia se réveille. Elle le serre aussitôt dans ses bras, heureuse qu'il aille bien, et Léonis n'en revient pas que ce soit sa première préoccupation. Elle se demande ensuite comment elle est en vie, et Léonis dit que ses blessures n'étaient pas si graves et qu'il a juste utilisé un sort de guérison. Célia est confuse et se demande si c'était un pouvoir d'épée sacré qu'il a utilisé. Léonis dit qu'il ne comprend pas, alors Célia explique que les épées sacrées sont un type de pouvoir apparu chez les humains pour combattre le vide. Quand le vide est apparu, des enfants aux capacités mystérieuses ont aussi commencé à surgir. Léonis se souvient de l'arme de Regina, et Célia explique que les épées sacrées semblent incarner la personnalité de leur porteur, mais elle note qu'elle n'a pas encore été bénie de la sienne. C'est pourquoi elle combat avec des dispositifs magiques. Regina les rejoint, et elle s'interroge sur les monstres qu'ils ont rencontrés. Célia veut aussi savoir ce qui s'est passé, mais Léonis dit qu'il s'est caché et qu'il semble juste avoir disparu. Ils sortent et décident d'Arsru de ramener Léonis en ville. Regina se présente en chemin, mais elle le surprend à la fixer et le traite de pervers. Célia lui dit de ne pas être bizarre, mais Regina continue de le taquiner et Léonis n'en revient pas qu'un seigneur démon comme lui soit ridiculisé par une fille. Cependant, ils atteignent la ville, et Léonis est émerveillé en la voyant. Célia révèle que c'est le dernier bastion de l'humanité contre le vide, et Léonis n'en revient pas d'être vraiment 1000 ans dans le futur. Il y a 6 ans, les vides sont entrés par la porte dimensionnelle, et Regina serra fort Célia, craignant que toute leur famille ne périsse. Cependant, Célia dit à Regina que ses parents, ainsi que tous les autres chevaliers, ne perdraient jamais la bataille, et alors que le bâtiment commençait à trembler, elle dit à Regina qu'elle protégerait tout le monde une fois son épée sacrée obtenue. Toute sa vie, elle avait étudié tous les livres que son père lui avait donnés, et même sa grande sœur lui avait acheté une robe pour tous les bals où elle serait invitée.
avec tous les amis qu'elle se ferait à l'école. Le bâtiment continuait de trembler alors que le bruit des explosions devenait de plus en plus fort, mais Célia n'arrêtait pas de crier que tout irait bien. Mais elles savaient toutes deux que rien ne serait plus pareil alors que les lumières de secours s'éteignaient. Célia tenta de courir aider sa famille, mais Regina la retint. Cependant, Célia dit que sa famille n'avait jamais perdu un seul combat et promit que tout irait bien. Mais quand les explosions cessèrent et que les portes s'ouvrirent, elles dormaient toutes deux depuis longtemps. La ville entière était en ruine et chaque soldat avait été éliminé. Entendre ces mots fit s'effondrer Célia, alors qu'elle s'excusait auprès de Regina de lui avoir menti en disant que tout irait bien. Depuis ce jour, Célia savait que rien ne serait plus pareil et promit de ne plus jamais mentir. Léo se demanda si tout cet endroit était une forteresse, alors les filles lui dirent qu'elles y vivaient et s'y entraînaient aussi. C'était la première fois qu'il voyait une île aussi massive. Regina lui dit qu'elle pouvait aussi voyager à travers l'océan pour protéger les humains du monde entier. Célia annonça à son chef qu'elles avaient réussi à secourir un réfugié et dit qu'il possédait l'une des épées sacrées, affirmant qu'il avait guéri sa blessure grâce à son bon cœur de réfugié. Léo se demanda pourquoi diable on l'appelait sans cesse un réfugié. Alors Regina dit que cela désignait les personnes ayant perdu leur patrie à cause des vides, et Célia lui dit que c'était l'une de leurs missions de sauver tous les réfugiés. Ils ont besoin de plus de gens aussi puissants que lui pour les soutenir en première ligne, mais il se faisait tard. Alors Regina partit faire les courses. Une fois parti, Célia lui dit qu'il était seul pour l'examen et qu'elle le rejoindrait plus tard. Mais avant de passer la porte, Léo entra dans la salle de bain, furieux de voir à quel point tout avait horriblement mal tourné. Son plan de reconstruire son armée démoniaque était désormais pratiquement sans valeur. Car les humains avaient déprogressé sans limite, et les monstres du vide étaient de plus forts que la plupart de ses généraux en chef. En plus de ça, il avait un corps d'enfant inutile. Alors il appela Blackies et Sherry. Il leur dit que ça faisait longtemps, mais quand Sherry posa les yeux sur lui, elle pensa que c'était sa forme la plus mignonne et adorable. Il lui dit de fermer sa sale gueule, et Blackies fut choqué de le voir sous sa forme héroïque, car ils s'étaient rencontrés après qu'il soit devenu le seigneur démon. Il leur dit qu'il avait une faveur à demander, et que cette terre était artificielle, créée par les humains. Et comme il l'appelait la 7e forteresse, il savait qu'il devait y en avoir 6 autres, vu leur puissance. Blackies pensa que même leur paix sentait différemment, tandis que Sherry ne pouvait croire qu'ils soient pas capables de construire toutes ces structures, alors qu'ils étaient trop faibles pour vaincre un seul elfe. Pour étudier leur pouvoir, il voulait infiltrer leur complexe militaire et goûter leurs plats. Mais Sherry fut déçue, car elle voulait être celle qui s'occuperait de lui. Alors il lui dit de se taire, avant de lui montrer pourquoi on l'appelait le roi des os. Elle s'excusa d'avoir manqué de respect à son maître. Alors il leur dit de dégager, et tous deux disparurent. À l'entrée de la ville, des tuyaux soufflèrent un vent mystérieux sur lui, et après avoir avancé, un limiteur tenta de mesurer son mana. Cependant, à mesure qu'il s'approchait, le limiteur s'affola. Alors il utilisa sa suppression de mana pour réduire ses pouvoirs détectables et continua d'avancer. Finalement, 2 poteaux apparurent et lui scannèrent un laser. Et quand ce fut fait, une machine cracha sa carte qu'il regarda. Célia vint en prendre une photo, disant qu'elle avait maintenant tout le nécessaire pour enregistrer la date de son interrogatoire concernant les capacités de son épée sacrée. Léo fut surpris par le mot interrogatoire. Alors Célia lui dit que c'était une routine pour quiconque rejoignait l'académie, il devait enregistrer les capacités de son épée sacrée. Léo pense que puisqu'il n'en a pas, il doit inventer quelque chose pour les tromper. Puis Célia lui dit qu'elle lui ferait d'abord visiter. En chemin, il vit à quel point leur civilisation avait progressé, et réalisa que c'était en fait un endroit paisible où vivre. Sous ses yeux, elle lui montra l'académie Excalibur, mais quand elle lui demanda si c'était incroyable, Léo répondit calmement que oui. Cependant, elle pensait qu'il aurait une réaction plus folle, mais Léo n'en revenait pas que ce soit encore plus grand que sa plus grande forteresse. En se promenant, elle lui montra la bibliothèque, les salles de classe et l'auditorium avant qu'il n'arrive au laboratoire de recherche. Ces lieux n'étaient qu'une fraction de tous les endroits de la ville, et il y avait encore plus de dortoirs où il vivait. En plus de cela, il y avait un bain et une salle de danse, mais Léo n'avait aucune idée de pourquoi ils en auraient besoin pour la guerre. Alors Célia expliqua que les épées sacrées étaient révélées par les émotions d'une personne, et ne parvenaient pas à apparaître quand une personne était déprimée. À cause de cela, tous les complexes militaires du passé échouaient à maximiser le potentiel de l'épée sacrée.
Mais Léo sentait que quelque chose clochait dans leur apparition mystérieuse. Alors qu'elle continuait de lui faire visiter la ville, Célia s'effondra, mais dit à Léo qu'elle allait bien, car absente depuis 2 jours, elle devait reprendre l'entraînement dès qu'elle se reposerait pour obtenir son épée sacrée, et Léo se demanda pourquoi elle était la seule à en manquer une. En se promenant dans l'académie, une des filles trouva Léo mignon, mais l'autre lui dit de faire attention car il pourrait devenir un seigneur démon au lit. Léo se demanda comment elle savait qu'il était le seigneur démon, mais pensa que c'était juste une coïncidence. Voyant qu'elles étaient toutes des filles, il se demanda si c'était une académie pour filles, mais Célia lui dit que ça semblait juste ainsi parce qu'ils étaient dans la zone des dortoirs féminins. Juste à ce moment, un type laid, l'air d'avoir lutté contre une addiction pendant 12 ans, apparut et se moqua de sa cicatrice de bataille, car elle était trop inapte aux expéditions. Cependant, Célia essaie d'ignorer Musel et de partir avec Léo, mais Blondie l'empêcha de partir et lui demanda qui était Léo. Quand elle lui dit que ça ne le regardait pas, il se mit à rire au nez, car elle gardait maintenant un gamin moche, même s'il manquait de respect au roi des os. Léo tenta de l'ignorer pour paraître normal. Musel dit à Célia qu'elle pouvait rejoindre son peloton et ne plus jamais s'inquiéter de risquer sa vie, surtout vu son inutilité à invoquer une épée sacrée malgré sa lignée. Et avec sa collection de jouets, il promit qu'il prendrait soin d'elle. Mais Léo savait qu'ils étaient sous son sort de contrôle mental. Cependant, Célia lui dit qu'elle n'était pas intéressée et tenta de s'éloigner. Mais Musel lui attrapa les cheveux et la retint. Alors qu'elle criait de douleur, Léo lui hurla dessus et le fixa avec des yeux brillants. Et quand Musel demanda ce que son vilain serpent ferait, Léo lança son sort démoniaque vers lui, faisant trembler ses jambes jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Il demanda à Musel s'il allait bien, mais lui dit d'écouter, comme le porc inculte qu'il était, le prévenant de ne plus jamais poser un doigt sur ses beaux cheveux. Musel tenta d'activer son épée sacrée, reflet de sa baguette maigre, mais une fille mystérieuse aux orbes massifs apparut et lui ordonna de quitter la zone des dortoirs féminins avec son épée maigre, avant de l'expulser. Voyant qu'il était vaincu, Musel partit avec ses laquais. Mais Elphine s'excusa, que Célia ait dû le supporter. Elle vit Léo et se demanda si c'était le gars qui l'accompagnait, et se présenta pendant que les orbes enregistraient sa taille pour son uniforme scolaire. Voyant que c'était une autre épée sacrée, il se demanda ce qu'elle pouvait faire d'autre, et Célia dit à Elphine qu'il était l'enfant qu'il avait guéri avec son épée sacrée. Étant le premier humain avec de la magie de guérison, elle se demanda si la grande quantité de mana qui rayonnait dans la ville avait un lien avec lui. Mais alors qu'elle continuait de parler, Célia commença à perdre connaissance, et Léo réalisa qu'elle était à court d'énergie. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent enfin à leur dortoir, mais Léo se demanda pourquoi il semblait si vieux par rapport aux autres. À l'intérieur, elle lui dit que toute cette ville est construite sur un système de mérite et que les pelotons de rang supérieur ont même un bain à remous. Léo se demanda quelle putain d'arme surpuissante s'appellerait un bain à remous, et quand ils allèrent dire dans la chambre de Regina, ils virent qu'elle dormait déjà, après avoir joué avec ses bâtonnets de céleri. Quand ils arrivèrent dans sa chambre, il se demanda pourquoi il n'y avait pas de serrure, mais elle lui dit qu'ils étaient peut-être le pire peloton de l'académie, donc personne ne se souciait de leur intimité. Sur son lit, elle commença à élaborer un plan, mais elle dit à Léo d'aller prendre un bain sans elle. Dans la salle de douche, elle se demanda s'il serait prêt à rejoindre leur peloton, mais il éternua, alors elle lui dit de prendre sa douche tout de suite. Avec le pommeau de douche allumé, il fut choqué qu'ils aient maîtrisé la capacité de combiner le feu et l'eau, et commença à se laver la tête avec du savon, pensant que c'était une technologie incroyable. Mais ce à quoi il n'était pas préparé, c'était Célia qui le rejoignait. Il se demanda si cette garce avait de la honte, mais elle lui dit qu'elle était sa sœur d'Alabama, et lui demanda s'il voulait vraiment rejoindre leur peloton. Après tout, elle est faible sans épée sacrée, et ils sont le pire peloton de tous. Alors, voyant à quel point elle était honnête sur les inconvénients, il lui demanda pourquoi elle continuait de se battre, alors qu'elle était si faible au lieu d'être protégée. Cependant, Célia hurla qu'elle ne pourrait jamais supporter qu'une autre personne qu'elle aimait disparaisse, mais son esprit avait finalement craqué à cause de cela. Léo activa l'insigne sur sa jambe, et ses yeux brillèrent en rouge, tandis que ses dents vampiriques sortaient. À ce moment, elle se leva vers lui aspirant le sang. Quand elle se demanda ce qu'elle venait de faire, Léo révéla qu'il avait menti sur son épée sacrée tout ce temps, car il ne pouvait jamais ressusciter quelqu'un, et que Célia ne serait plus jamais en vie. Au réveil de Célia, elle se demanda bien comment il l'avait porté jusqu'au lit, et lui demanda qui il était vraiment. Il décida alors de lui révéler la vérité,
Dans sa vie passée, il était le seigneur démon, capable d'utiliser la magie plutôt que les épées sacrées. Afin de la ramener d'entre les morts, il utilisa son sort de phase 10, le plus puissant, création d'anciens morts vivants, et fidèle la reine vampire la plus gradée de ce monde. Après une journée entière sans sang, elle dut le lui sucer du cou pour ne pas mourir. Et une fois qu'elle comprit qu'il ne mentait pas, elle lui confia vouloir partager son passé. 9 ans auparavant, une attaque du vide de grande ampleur avait anéanti son pays. Étant les 2 seuls jeunes survivants, le gouvernement les avait recueillis, les utilisant comme armes pour des missions périlleuses. Malgré tout, son unique désir était d'anéantir les vides. Elle pensait que son épée sacrée s'éveillerait plus vite, étant donné qu'elle possédait la lignée du plus puissant des guerriers, mais ses pouvoirs ne s'étaient toujours pas manifestés. Maintenant qu'elle était morte, elle se demandait si elle pourrait encore éveiller son épée sacrée. Léo lui assura que oui, absolument, mais son estomac se mit à gargouiller, car il avait très envie de lui boire un peu de lait. À la cafétéria, Célia se demanda pourquoi elle n'avait plus d'appétit. Il lui expliqua alors que manger était le moyen le plus lent pour elle de récupérer son mana. Quand elle lui demanda ce qu'il allait manger, il répondit qu'il se contenterait de pain. Mais Célia lui rétorqua qu'il finirait par devenir un Mont Nutrition, s'il ne mangeait pas mieux. Cependant, Léo lui déclara qu'il ne prendrait pas de conseils d'une zombie sans valeur, brisant ainsi ses sentiments. Il réalisa alors qu'être une vampire la blessait profondément. Elle lui demanda comment il comptait payer sa nourriture. Liu sortit une pièce d'or, pensant que la croqueuse d'or succomberait, et déclara posséder une montagne de 20 millions de pièces d'or pour son armée de morts-vivants. Cependant, Célia lui expliqua que son pays n'acceptait que les cartes de crédit et que ces pièces d'or ne valaient absolument rien. La seule chose qu'il pouvait se permettre, c'était de respirer, tout simplement. À cet instant précis, 2 garçons se moquèrent de l'uniforme d'une fille, la trouvant laide et tentèrent de le lui retirer. Mais elle les repoussa violemment avec son épée en bois, leur affirmant qu'elle ne se retiendrait pas s'ils osaient encore la manquer de respect. C'était Sakuya, l'ami d'enfance de Célia. Célia lui demanda pourquoi ces hommes la poursuivaient ainsi. Sakuya lui expliqua qu'elle s'était échappée de l'entraînement de son camp pour parier toutes leurs rations. En voyant Léo, elle le reconnut comme le garçon dont Elphine lui avait parlé. Célia lui expliqua alors qu'il était le seul guérisseur de toute l'académie et qu'il avait vaincu le vide à lui seul. Sakuya fut ravi de le rencontrer. Liu, lui, remarqua sa dévotion à l'épée à travers ses mains calleuses. Une fois leur discussion terminée, Célia leur acheta à tous deux de la nourriture et Liu se demanda pourquoi elle portait un uniforme différent. Sakuya révéla alors que c'était la tenue traditionnelle de sa terre natale et jura de toujours la porter, d'autant plus qu'elle était devenue la seule survivante après la destruction de son pays par les vides. Liu réalisa qu'il n'aurait pas dû aborder le sujet. Ses amis vinrent alors lui demander si elle avait leur argent. Elle leur répondit qu'elle les paierait la semaine suivante. L'instructeur Alto demanda à Léo de montrer son épée sacrée afin d'étudier les types de capacités de son arme. Dès qu'il invoqua son bâton de seigneur démon, elle se demanda de quel type il serait. Il prétendit alors qu'il s'agissait d'un type vent démoniaque, le vent étant habituellement un type de soutien. Elle voulut tester ses capacités sur les simulateurs de vide. Quand Alto lui dit de les combattre pour montrer sa puissance, Léo écrasa tous les robots d'un seul coup. Aucun d'eux ne crut qu'il n'était qu'un simple type de soutien. Tous les extérieurs vinrent de constater l'ampleur de la destruction qu'il avait causée. Il réalisa que sa vie ordinaire était désormais ruinée. Alors qu'elle tentait d'augmenter les statistiques des simulateurs de vide, Musel déclara qu'il mesurerait plutôt les pouvoirs de Léo. Léo accepta, mais affirma qu'il serait plus faible que les robots, ce qui exaspéra Musel. Ce dernier activa son épée sacrée, accompagné de ses disciples féminines. Célia hurla que c'était injuste de les faire combattre tous les 5 contre Léo, mais Musel rétorqua que c'était la capacité de son épée sacrée de contrôler les esprits, donc il n'enfreignait aucune règle. Malgré tout, Léo accepta de les affronter tous les 5, seul. Et quand Alto lui rappela qu'il pouvait toujours se retirer, Célia déclara qu'elle soutiendrait Léo, étant donné qu'elle était sa gardienne. Musel trouva cela parfaitement acceptable, mais déclara que s'il perdait, il ferait rejoindre Célia à son harem. Léo accepta, mais en échange, il prévint Musel qu'il ne parlerait plus jamais à Célia s'il venait à perdre. Musel accepta donc sa condition. Il dit à Célia de ne pas s'inquiéter, car ils pouvaient tous les anéantir d'un seul coup. Célia sourit alors et appela son épée d'entraînement, ne pouvant pas encore invoquer une épée sacrée. Dès le début du match, Célia se précipita en avant, mais le laquais de Musel continua de parer tous ses coups. Léo réalisa que sa vitesse avait déjà considérablement augmenté depuis qu'elle était devenue la reine vampire. Et quand la rousse frappa le sol, Célia se mit à trancher toutes les roches. Pendant qu'elle était distraite, Musel envoya ses 2 autres filles s'occuper de Léo,
mais celui-ci assura à Célia qu'il irait bien. La jeune fille lança sa magie de foudre vers lui, mais il libéra le pouvoir de ses ombres pour l'immobiliser et la déséquilibrer. Au même moment, Célia s'occupa des deux autres filles et dit à Musel d'arrêter de se cacher derrière elle comme un lâche. Regina parvint à peine à atteindre la zone d'entraînement, tandis que Célia continuait de maîtriser tous ses laquais. Mais alors qu'elle s'approchait, il utilisa la magie de son épée sacrée, domination absolue, et la figea sur place. Il projeta son épée au loin, puis commença à traîner son bâton sur tout son corps, mais déclara qu'il devait d'abord en finir avec Léo. Voyant qu'il était acculé par les 5, Léo savait qu'il pouvait encore les anéantir d'un seul coup. Mais Célia ne cessait de répéter qu'elle protégerait Léo, et jura que personne ne lui ferait de mal. Alors que sa voix s'élevait, une lumière sacrée apparut, et son épée sacrée se matérialisa, brisant ainsi le sort de domination absolue de Musel. En un éclair, elle se précipita pour briser son épée sacrée, et toutes les filles cessèrent d'être sous son contrôle mental. Célia lui demanda s'il se rendait, et il la supplia d'avoir pitié de lui, implorant sa clémence. Regina courut étreindre Célia, et la félicita d'avoir éveillé son épée sacrée. Léo était ravi qu'elle l'ait enfin manifestée. De retour chez eux, Célia remercia Léo de son aide, mais il lui rappela que c'était elle qui l'avait protégé. Elle sourit alors et jura de toujours le protéger comme une grande sœur. Cependant, elle avait une dernière requête, qu'ils deviennent plus forts ensemble. Pour célébrer l'éveil de son épée sacrée, Regina organisa une fête pour tous, et Elphine les rejoignit avec Sakuya pour le festin. Ils se demandèrent comment nommer son épée. Tandis que Regina trouvait Épée du Saint Scintillant un nom génial, Célia pensait que l'os du Seigneur Démon serait plus approprié. Bien qu'elle l'ait éveillé, elle sentait que sa véritable puissance restait encore dormante. Mais ils se demandèrent que faire de Léo, maintenant qu'il vivrait avec elle. Comme il n'y avait plus de chambre libre, ils réalisèrent qu'il devrait dormir avec l'une d'elles. Regina lui dit que sa chambre était la meilleure, car elle jouerait toujours avec lui avec le bâton de céleri. Elphine lui assura qu'elle possédait un canon encore plus imposant que l'épée sacrée de Regina, tandis que Sakuya lui affirmait être la meilleure pour manier les épées. Cependant, Célia leur déclara que Léo resterait dans sa chambre. Quand les filles s'interrogèrent, Léo expliqua qu'elle était sa gardienne depuis le début, et qu'elle devait le sucer toute la nuit pour son fluide magique afin de continuer à vivre. Léo savait à quel point cela sonnait osé, mais décida de s'en tenir là. Dans la chambre d'Elphine, ces sphères massives commencèrent à tournoyer autour de lui pour scanner son statut. Elle lui expliqua cependant qu'elle ne pouvait utiliser ses pouvoirs que pour une très courte période. Quand il lui demanda ce qu'elle entendait par là, elle lui révéla qu'il y a 6 mois, elle avait perdu ses capacités d'épée sacrée lors d'une expédition avec un autre peloton, et que chacun d'eux y avait laissé la vie. Une fois le scan terminé, elle lui dit de prêter attention à ses yeux quand elle raconterait l'histoire, plutôt qu'à ceux sous son visage. Voyant une carte sur son ordinateur, il lui demanda s'il pouvait en obtenir une copie. Une fois seul, il tenta de localiser son trou de mort et constata que le vide apparaissait là où ces batailles avaient eu lieu. Quand il appela Blackies, celui-ci révéla qu'un grand cristal était enfoui sous l'île et que si les humains croyaient contrôler la magie, ils en extrayaient en réalité les pouvoirs. Au même moment, Sherry arriva et lui annonça avoir terminé sa mission de reconnaissance, rapportant un objet légendaire, le donut. Quand il le trouva délicieux, elle lui confia avoir même voyagé dans l'univers de Masha pour y dérober des choux à la crème, mais il interrogea son visage inutile sur les informations concrètes qu'elle avait réellement recueillies. Après avoir rangé la nourriture, elle lui révéla que personne ne se souvenait du roi démon, comme si les souvenirs de chacun avaient été effacés. En tendant la douche, elle lui demanda s'il appréciait la nouvelle venue plus qu'elle. Mais il répondit à Sherry qu'elle n'était qu'une sale garce laide, comparée à sa reine vampire de plus haut rang. Ces mots la rendirent triste, car elle sentait qu'elle n'était pas à la haute hauteur. Mais il lui rétorqua qu'elle n'était qu'une bonne à rien, une laide servante qui devait connaître sa place. Juste à ce moment, Célia lui annonça qu'elle avait fini sa douche, et Léo ne put s'empêcher d'être le roi des os. Cette nuit-là, 2 plongeurs exploraient les fonds marins et aperçurent une mystérieuse créature. Mais dès qu'ils virent le visage du grand sage, celui-ci les écrasa tous deux avec ses lianes. En la 16e année du calendrier du dieu saint, Léo était l'un des 6 grands héros du monde. Un perdant laid qui n'avait jamais appris à ouvrir les yeux le menait vers un orque géant qui dévastait les villages voisins. Cependant, l'homme ouvrit les yeux pour la toute première fois de sa vie. Arrivé sur les lieux, Léo se demanda où étaient longtemps les monstres, mais constata que l'homme avait disparu.
il se sentit mal à l'aise et tenta de dégainer son épée. 3 mages lancèrent leur magie de barrière pour entraver ses mouvements et 5 autres soldats accoururent pour le maîtriser avec des chaînes. Une fois capturé, ils le hissèrent et l'immobilisèrent, mais il parvint à libérer une de ses jambes. Cependant, les hommes le poignardèrent de leurs lances, bien que Léo tentât de résister, il avait déjà perdu trop de sang et ils le laissèrent choir au sol. Son corps gisait sans vie. Les soldats se réjouissaient d'avoir enfin vaincu Léo, car le peuple l'aimait plus que le roi et il était assez puissant pour renverser leur royaume. Alors qu'il s'éloignait, Léo entendit une voix céleste lui dire que son heure n'était pas venue. Il se demanda pourquoi il était tombé dans leur piège, sachant qu'ils allaient le tuer. Cependant, il révéla qu'il voulait seulement que le peuple se sente en sécurité. Alors, quand elle lui demanda s'il regrettait de les avoir sauvés de la calamité de rang SS, il répondit que non. Après tout, il ne les considérait pas comme mauvais, mais la déesse lui dit qu'elle se fichait qu'il le soit ou non, car ce monde entier était maléfique. Elle voulait lancer une rébellion contre le monde. Quand Léo lui demanda pourquoi elle l'invitait, elle lui répondit qu'il était le seul à qui elle pouvait demander de l'aide, avant de révéler qu'elle mentait. Sa véritable raison était qu'elle l'avait observé tout ce temps, et était tombée amoureuse de lui disant qu'être un héros était ennuyeux, et qu'il devrait devenir sien. Ses yeux se tournèrent d'eau vers elle, et Léo se réveilla de son rêve, déterminé à retrouver Rosalia et à restaurer l'armée du Seigneur Démon. Au même moment, Célia dormait. Mais Léo lui ordonna de se réveiller, et son corps lévita, se demandant ce qui la possédait. Léo lui montra l'insigne sur son bras, lui expliquant qu'elle était désormais contrainte de faire tout ce qu'il désirait, étant sa servante. En entendant ces mots, elle réalisa qu'il pouvait lui faire tout ce qu'il voulait, mais lui demanda d'être doux, car elle n'aimait pas la brutalité. Cependant, Léo rétorqua que son corps était aussi sans valeur que son visage, surtout après avoir passé toute la nuit à lui sucer ses fluides corporels. Célia s'excusa, expliquant qu'elle ne pouvait contrôler ses désirs de lui sucer le sang en dormant. Mais Léo lui répondit que cela ne le dérangeait pas qu'elle lui aspire ses fluides, tant qu'elle cessait d'utiliser ses dents. Alors qu'elle se demandait s'il parlait bien de la même chose, Elphine commença à l'appeler sur son téléphone, lui annonçant une réunion massive où les dirigeants avaient discuté d'événements colossaux survenus en mer la nuit précédente. Célia lui demanda de quoi il s'agissait. Elle répondit que 3 soldats avaient mystérieusement disparu et qu'elle enquêterait sur la source de la perturbation. Mais la seule chose qui perturbait, c'était en fait toute sa flotte de missiles à l'arrière. Après avoir raccroché, elle annonça à Léo qu'il n'aurait pas école aujourd'hui, et qu'elle souhaitait donc passer son temps à s'entraîner avec lui. Cependant, Léo se demanda si elle ne voulait pas d'abord reconstituer son mana en drainant tous ses fluides corporels. Au même moment, les généraux de l'île cherchaient toujours les plongeurs disparus. Mais en visionnant les images de la nuit précédente, ils réalisèrent qu'une créature du vide avait causé leur disparition. Après tout, le 3e jardin d'assaut avait été piétiné 6 ans auparavant, et une structure similaire était aussi apparue sous l'île. Un général dit au chef de l'armée d'entraîner ses soldats pour la bataille à venir, mais sachant qu'une préparation à la guerre provoquerait la panique, il jugea préférable d'en dissimuler la présence pour l'instant. À cet instant, le téléphone sonna. Après qu'un des commandants eut raccroché, il révéla que la structure avait disparu depuis la nuit précédente. Au même moment, Célia s'entraînait contre les robots drones. Après les avoir repoussés et en avoir abattu un, le système mit fin à sa session. Léo trouva incroyable la grâce avec laquelle elle maniait l'épée et se demanda si elle avait déjà été entraînée. Elle révéla alors que, n'ayant jamais eu de famille, elle s'était toujours enseignée toutes les techniques pour se réconforter. Léo lui dit qu'il lui enseignerait comment extraire tout le potentiel de sa magie de reine vampire et utiliser son propre mana pour améliorer ses capacités physiques. Cependant, il voulut lui offrir un véritable défi, et invoqua sa baguette avant de les entourer d'une sphère de dissimulation magique. Du sol, il commença à faire apparaître une horde de squelettes. Célia, effrayée car elle n'en avait jamais vu, se précipita pourtant vers eux. Un par un, elle les abattit tous et bondit pour éviter leurs attaques, tandis que Léo en invoquait des centaines d'autres. Quand elle les eut tous vaincus, elle gémit d'épuisement. Alors Léo activa sa baguette pour faire disparaître leur corps. Elle se pencha pour le remercier. Léo lui dit qu'il lui permettrait de reconstituer son mana, affirmant qu'elle était déjà bien plus forte qu'auparavant. Même ainsi, elle voulait que Léo l'entraîne plus durement et lui montre comment manier l'épée. Mais avant qu'il ne puisse lui dire de faire attention à ses paroles, son estomac se mit à gargouiller de faim. Pendant ce temps, la sphère Delphine explorait le jardin d'assaut à la recherche des hommes disparus, et sous l'île, des plongeurs cherchaient toujours leur corps. De l'autre côté de l'île, Sakuya,
ayant enfin dilapidé tout son argent au jeu, aperçut Blacky assis seul. En s'approchant, elle réalisa qu'il n'avait pas de collier et décida de le nommer Kurgan. Mais alors qu'il grognait, elle lui attacha sa nourriture et lui fit ses adieux. Dans le dortoir d'Elphine, Madame Gros-Canon entra et demanda à Elphine d'essayer sa nouvelle combinaison liquide et chaude, voulant s'assurer de sa qualité avant de faire ingérer tout son liquide à Léo. Elphine lui souhaita bonne chance. Sakuya entra alors, leur annonçant que ça sentait le poisson, mais quand Regina lui dit que c'était sûrement le nouveau plat qu'elle avait préparé, Sakuya lui rétorqua que c'était bien autre chose. Après s'être assise pour manger, Regina se demanda pourquoi Elphine portait son uniforme. Celle-ci révéla alors qu'elle continuait d'enquêter sur l'intégralité du jardin d'assaut, même durant son jour de repos. Mais Sakuya s'était déjà endormi. En ville, Léo restait choqué par la gentillesse de leur civilisation et la paix dans laquelle chacun vivait. Pendant ce temps, l'idiote de Chéri était devenu chef pour préparer à Léo les meilleurs plats. Et quand son patron lui demanda de couper les pommes de terre, elle lui répondit qu'elle avait un couteau plus aiguisé et trancha tout, y compris son assiette. Le patron hurla, affirmant que c'était la raison pour laquelle son maître l'avait renié, elle, sa sale idiote sans valeur. Alors qu'elle s'apprêtait à nettoyer l'extérieur du magasin, elle vit Célia conduire Léo. Et tandis que Célia allait lui chercher de la nourriture, Chéri la fixa avec jalousie, se demandant pourquoi il choisirait une vieille mégère laide plutôt qu'elle. Quelques minutes plus tard, Célia arriva au restaurant qu'elle voulait lui faire découvrir. Mais quand un groupe d'enfants sortit pour voir Célia, il se demanda pourquoi ils étaient venus dans un orphelinat. Elle lui expliqua cependant qu'ils gagnaient leur argent en vendant de la nourriture, comme un restaurant. Et quand Léo vit que certains d'entre eux avaient son âge, il se remémora les jours où il mourait de faim, sans un sou. La voyant sourire parmi eux, il fut heureux que ce monde se soucie réellement de ses enfants. Un gros lourdeau lui demanda s'il était ami avec Célia, mais il l'ignora complètement. Et tandis que Célia déballait la nourriture qu'elle avait apportée, un autre individu peu ragoûtant vint lorgner le trésor sous sa jupe. Mais Léo le tua. Célia lui dit que ce n'était qu'un enfant, qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Alors il retira ses ombres. La directrice de l'orphelinat arriva enfin, et Célia lui expliqua qu'il était la piste qu'elle avait trouvée dans le donjon. Alors tous les enfants coururent, pensant qu'il était le type le plus cool pour avoir survécu au vide. La directrice dit aux enfants de lui laisser un peu de répit, et quand Célia révéla qu'elle avait apporté des donuts, tous les enfants s'élancèrent, ravis de manger leur plat préféré. Tandis que Léo les observait, il réalisa que c'était l'endroit que Célia voulait protéger. Mais le lieu qu'il désirait, lui, protéger, restait introuvable. Sous l'océan, les nouveaux plongeurs se demandaient où la structure avait bien pu disparaître. Mais à l'intérieur de la caverne, un homme entendit une vibration contre la paroi. Elphine vit le moniteur enregistrer cette vibration. Tandis que Sakuya la ressentait dans ses os, deux hommes aperçurent d'énormes branches tout autour de l'installation, et quelque chose les observait. Au même moment, Léo savourait son repas avec les enfants de l'orphelinat. Soudain, nous plongeons dans les souvenirs passés de Léo, lorsqu'il était encore un héros. Une ville du royaume était alors envahie par un groupe d'ogres, semant la terreur parmi tous. Les héros Tiras, Arakiel, puis Léo avaient pour devoir de les éliminer. Arakiel commença à lancer une puissante magie, mais son plan était en fait quelque peu tordu. Il voulait éradiquer non seulement les monstres, mais aussi les citoyens. Ensuite, Tiris utiliserait son pouvoir pour les faire revivre. Pourtant, Léo avait une autre idée, ce qui est probablement la raison de sa trahison ultérieure. Il ne voulait pas voir les citoyens souffrir, alors il utilisa son épée pour couper le sort d'Arakiel en deux. Arakiel fut déconcerté, mais Léo, qui n'avait alors que 12 ans, ne pouvait accepter que des gens soient éradiqués puis ramenés à la vie. Il sauta alors et commença à affronter les ogres un par un. Les citoyens regardaient, émerveillés, tandis qu'il tranchait les ogres et en affrontait même un autre à main nue. Une chose était claire, chaque citoyen voyait Léo comme un véritable héros et l'adorait. Cependant, les deux autres n'appréciaient guère Léo et Arakiel en particulier. De retour au présent, nous voyons la forme monstrueuse d'Arakiel réussir à infiltrer les souterrains de la cité d'Assaut. Pendant ce temps, au QG de la ville d'Assaut, on signale que l'énorme arbre a disparu. Ils se demandent si c'est un vide et sont bien déterminés à s'en occuper dès qu'ils le trouveront. Ils contactent ensuite Elphine et la laissent expliquer les résultats de son analyse. Elle explique avoir détecté quelque chose sous terre dans le district 62. Elle explique également qu'au même moment, il y a eu une réaction d'énergie magique. Elle révèle ensuite que la même chose s'est produite quelques minutes plus tard, et après avoir analysé toutes les données, elle conclut que c'était causé par un vide. Tout le monde commence à paniquer, incapable de croire qu'un vide ait réussi à infiltrer les installations souterraines. L'équipe de données analyse les nouvelles informations, en les comparant aux précédentes, et confirme que c'est vrai. Le vieil homme est confus,
et demande pourquoi leur machine de détection de vide ne leur a donné aucun signal. L'analyste explique que le vide a produit de faibles ondes magiques et que par conséquent, la machine n'a pas réagi, car c'était considéré comme un accident courant. Mais le général est toujours confus, comment le vide a-t-il bien pu infiltrer la ville d'Assaut? La jeune femme explique qu'il y a certaines parties de la structure urbaine qui pourraient la laisser le permettre. Soudain, une alarme retentit, et l'analyste explique que quelque chose a été détecté en mouvement dans le district 31. Le vieil homme est de nouveau confus, demandant pourquoi cette chose ne libère pas de magie. Elphine conclut rapidement que le vide limite son pouvoir pour éviter d'être détecté. Le vieil homme rejette cette possibilité, arguant que les vides ne sont pas intelligents. Mais Elphine lui demande sans détour s'ils ont trouvé le moindre indice sur ce qui est arrivé à la dernière équipe d'enquête. Une autre alarme retentit, cette fois un rapport provenant du service des stocks. Le rapport indique qu'ils ont trouvé des racines d'arbres dans cette section. Pendant ce temps, dans la chambre d'Elphine, Regina est inquiète car elle ne parvient pas à contacter Célia. Elphine demande si elle sait où se trouve Célia et Regina répond qu'elle doit être à l'orphelinat avec Léo. Elphine les traque par GPS mais Regina lui demande si les vides ont vraiment réussi à infiltrer la ville. Elphine répond simplement oui et dit à Regina et Sakuya de rester sur leur garde. Pendant ce temps, à l'orphelinat, les enfants profitent tous de leur déjeuner quand le gamin un peu crasseux demande à Léo de lui montrer son épée sacrée. Léo est clairement agacé parce que ce sale gosse vient de lui cracher au visage. Cependant, il y a une petite fille nommée Shizela qui calme le gamin et donne à Léo son mouchoir. Léo la voit comme une enfant gentille et bien élevée, mais elle a clairement le béguin pour lui, c'est évident. Elle le trouve timidement cool de pouvoir utiliser une épée sacrée et retourne rapidement à son coin de tomate. De retour au quartier général, ils ont réussi à trouver quelques indices sur ce qui se passe. Non seulement ils ont réussi à trouver des empreintes de pas, mais ils ont aussi découvert un couloir rempli de racines d'arbres. Les hommes sur place attendent les ordres pour détruire ces racines. Soudain, ces racines commencent à gonfler et à montrer une sorte d'yeux. L'instant d'après, tous les hommes sont attaqués, et ils perdent la communication. Le général croit maintenant que c'est un vide, mais se demande comment il a réussi à pénétrer sous terre. Le vieil homme demande alors pourquoi leurs défenses aériennes sont si fortes, alors que celles du sous-sol sont complètement nulles. Harry Potter, ici présent, décide de paniquer et d'appeler à une évacuation générale. Mais le commandant de la ville n'est pas disponible pour donner cet ordre. Les choses empirent lorsque l'analyste révèle que les racines ont réussi à couper le système de communication à l'intérieur de la ville. Harry Potter commence à utiliser son iPad pour pirater le système et rétablir une certaine communication. Deux hommes réussissent à survivre à la dernière attaque, cependant ils laissent le vide s'échapper. Non seulement cela, mais ils ne peuvent pas suivre le vide pour le moment. Le général panique, car les vides attaquent généralement sans arrêt. Mais celui-ci s'est enfui. Les analystes ont rapidement réalisé que le vide s'était frayé un chemin à travers le couloir énergétique. Mais ils ne savent pas pourquoi. Elphine réalise rapidement que son objectif est le noyau d'énergie magique qui soutient la ville. Elle explique rapidement que si c'est un seigneur du vide, alors il utilisera le noyau d'énergie magique pour créer une gigantesque ruée. Tout le monde panique, ordonnant de protéger le noyau magique et d'activer tous les systèmes défensifs. Quelques secondes plus tard, les racines d'arbres percent les murs et tentent d'atteindre le noyau. Le système défensif commence à abattre les racines, tandis que les troupes arrivent en renfort. Cependant, le système de défense subit des pertes. Ils décident rapidement de changer leurs priorités pour ne pas seulement défendre le noyau, mais ils ordonnent aussi l'évacuation des citoyens, tandis que tous les autres se préparent à affronter une ruée. Pendant ce temps, à l'orphelinat, ce gamin laid et dégoûtant insiste toujours pour voir l'épée sacrée de Léo. La gardienne dit aux enfants d'arrêter, car une épée sacrée n'est absolument pas un jouet. Mais Célia lui demande de montrer. Puisqu'elle est sa familière, il accepte de divertir les enfants, mais à sa manière. Alors, il finit par invoquer un mini-squelette et joue avec comme si c'était des marionnettes. Cependant, les enfants trouvent ça dégoûtant. Pendant ce temps, les soldats essaient toujours de gérer les racines, mais ils s'arrêtent une fois qu'ils atteignent le noyau magique. Ils pénètrent rapidement de force et commencent à invoquer des vides. L'alarme de la ville commence rapidement à sonner, faisant se précipiter Célia et Léo dehors. Ils réalisent donc qu'une ruée frappe leur ville. Le système de défense de la ville s'active, utilisant l'énergie de réserve, mais il leur faudra 3 jours pour obtenir de l'aide extérieure. Les généraux se demandent s'ils survivront, mais l'un d'eux assure que les étudiants sont prêts. Elphine, Sakuya et Regina aident à évacuer les citoyens, mais Regina est toujours très inquiète pour Célia. Elphine assure que Célia devrait arriver là-bas bientôt, car elle devrait suivre les procédures normales. Mais leur priorité pour l'instant est de gérer les vides dans la zone. Le ciel est rempli de vides, mais les mitrailleuses du système défensif commencent à s'en occuper rapidement
et efficacement. Les filles atteignent ensuite un toit où chacune d'elles commence à invoquer ses épées sacrées et à attaquer. Pendant ce temps, Léo observe cela de loin, pensant que les humanoïdes du vide sont vraiment très forts. Célia commence alors à paniquer et retourne à l'intérieur, déclarant qu'ils doivent évacuer les enfants. Léo essaie de suivre, mais il est interrompu par Chéri, qui lui demande ses ordres. Cependant, Léo ne comprend pas comment elle a réussi à le rejoindre si rapidement. Elle essaie de mentir, déclarant qu'elle ne les a pas suivis pour obtenir des informations sur Célia. Léo cesse de s'en soucier et lui dit de protéger ses familiers, coûte que coûte. Chéri essaie de refuser, disant qu'elle veut le protéger, mais il lui dit simplement d'aller se faire foutre. Célia appelle alors Léo, expliquant que les enfants sont prêts à évacuer. Cependant, Léo remarque quelque chose et lui dit que c'est dangereux dehors. Un dragon du vide est dans la zone, et Célia se dirige dehors pour s'en occuper. Elle invoque son épée sacrée, mais Léo remarque qu'elle n'a pas encore atteint son vrai pouvoir de reine vampire. Quand on lui demande si elle a peur, elle répond oui, mais elle ne peut pas partir par peur et laisser les enfants périr. Il sourit et décide d'invoquer son bâton, bien décidé à ne pas laisser mourir sa plus forte familière. Deux vides attaquent, mais Célia s'en occupe rapidement. Elle remarque ensuite deux autres brûlant dans les airs et réalise que c'est l'œuvre de Léo. Elle demande si c'est son pouvoir, mais il se concentre simplement sur les prochaines cibles, sans répondre. De plus en plus de vides commencent à apparaître autour de la ville. Sakuya remarque des ogres et fonce avec son épée, les coupant en morceaux. Regina utilise son énorme canon pour abattre des dragons, tandis qu'Elphine utilise son équipement pour explorer la zone et repérer les menaces. Soudain, il sentent le sol trembler et il remarque une énorme hydre du vide. Le système de défense de la ville ne peut plus suivre le rythme face aux nombreux vides et leurs armes sont détruites. Léo regarde alors les vides et réalise que ce sont des monstres d'il y a 1000 ans. Même les grands dragons ont été corrompus et sont devenus des vides. Il réalise rapidement que s'ils sont aussi forts qu'ils l'étaient à l'époque, il ne peut pas utiliser de sort de bas niveau. Il dit à Célia de le protéger pendant qu'il lance un sort de haut niveau, très puissant. Elle se précipite rapidement pour s'occuper de plusieurs vides, permettant à Léo de commencer à lancer son sort. Cependant, il ne sait pas vraiment pourquoi il fait ça. Il est le grand seigneur démon, et ne devrait pas se soucier de la destruction d'une simple ville humaine. Mais il ne peut pas rester immobile quand quelqu'un essaie de le défier, lui et sa famille. Un énorme dragon apparaît devant lui, et Léo lance son sort de niveau 10. Plusieurs boules de feu apparaissent dans les airs et s'écrasent violemment dans la zone. Célia a peur parce qu'il pleut des boules de feu, mais Léo lui dit de rester immobile. Il réussit à clouer le dragon au sol, mais il attaque Célia avec du feu. Elle l'esquive, et Léo commence à blâmer son corps actuel pour son faible niveau de puissance. Soudain, des yeux noirs apparaissent de l'ombre et mordent le cou du dragon. Léo utilise cette chance pour lancer un autre sort de gravité de niveau 10, écrasant le dragon au sol avec force. Célia n'arrive pas à croire qu'elle a vu Léo vaincre un si énorme vide. Pourtant soudain, le sol commence à trembler et à s'effondrer. Les racines d'arbres apparaissent une fois de plus, et elles retiennent Célia avec force. Elle est lentement tirée à l'intérieur du trou. Léo essaie de l'aider, mais des racines bloquent son chemin. Les racines commencent alors à prendre forme et l'appellent par son nom. Léo sourit et reconnaît les racines comme étant Arakiel, l'un des anciens héros. Léo mentionne qu'il ne s'attendait pas à rencontrer Arakiel 1000 ans plus tard. Il invoque son bâton et lance un sort, mais l'homme arbre ne le combat pas et retourne sous terre. Léo réalise que Célia est toujours en vie car la marque n'a pas encore disparu. Blackas sort de l'ombre pour parler d'Arakiel et de la façon dont il a changé après sa résurrection. Blackas remarque les enfants de l'orphelinat qui regardent Léo. Il se demande pourquoi ils se sont mis en danger et lui demande s'il a un lien quelconque avec eux. Léo pense qu'ils ont peur de son pouvoir. Il s'approche d'eux, leur disant de retourner à l'abri, mais il le remercie de les avoir protégés. Il le supplie alors de sauver Célia. Surpris qu'ils n'aient pas peur de lui, il leur rassure qu'il la sauvera. Il érige une barrière et invoque des gardes squelettes pour les protéger. Léo retourne vers Blackas, qui capte le son de l'appareil de communication de Célia. Elphine et Regina affrontent l'hydre et veulent le soutien de Célia, mais Léo leur dit que Célia a été kidnappée. Il dit à Elphine d'obtenir la localisation de Célia en utilisant son épée sacrée, mais elle lui dit d'attendre leur aide. Léo lui dit qu'il n'y a pas de temps et lui donne une vue de la zone où Célia a été kidnappée. Elphine réussit à trouver sa localisation et le dit à Léo. Mais soudain, Elphine est sur le point d'être attaquée par l'hydre, mais Chéri apparaît soudainement et la protège. Chéri est jalouse de Blackas parce que Léo le chevauche et ne la chevauche pas. En se dirigeant vers la localisation de Célia, Blackas demande à Léo pourquoi il a envoyé Chéri aider les humains.
Léo essaie de donner des excuses à Blackass, mais Blackass n'est pas convaincu. Léo avoue finalement avoir pris un léger penchant pour l'humain, et Blackass est satisfait de sa réponse. Léo utilise sa magie pour briser la porte menant à la pièce où est retenue Célia. Ils font irruption dans la pièce où ils trouvent l'homme branche. Léo lui dit qu'il est temps de me rendre ma fille. Léo lance sa magie de flamme qui brûle les vignes. Mais Arakiel se régénère rapidement et demande à Léo comment il est toujours en vie. Léo lui dit qu'il n'a jamais péri, mais qu'il a juste scellé son âme il y a 1000 ans. Arakiel lui dit que le monde a bien changé depuis. Il affirme que le monde doit être reconstruit, ainsi que l'étoile vide. Léo l'interroge sur l'étoile vide. Arakiel lui dit qu'il a-t-il été choisi pour être un porteur de bonnes nouvelles. Plusieurs yeux s'ouvrent des branches d'Arakiel, faisant réaliser à Léo qu'Arakiel a vaincu les prêtres de l'ordre sacré et les a intégrés en lui-même. Léo appelle Célia, et elle lui répond de derrière la branche principale d'Arakiel. Elle est retenue par de fortes vignes, et pendant que Léo est distrait, Arakiel essaie de l'attaquer, mais Blackass le prévient, et il esquive juste à temps. Il court-aille dans la pièce, en esquivant les attaques d'Arakiel. Léo invoque de la glace pour couper les branches, mais le monstre se régénère trop rapidement. Il essaie d'attaquer Léo alors qu'il est pris au dépourvu. Mais Blackass le protège. Blackass remarque que leur magie s'affaiblit à chaque seconde, et Léo dit que c'est parce qu'ils sont dans le domaine d'Arakiel. Arakiel lance un sort pour augmenter le nombre de sorts lancés à la fois. Il crée ensuite de multiples faisceaux de lumière qui ricochent dans la pièce. Léo est touché par un faisceau, alors il combine son attaque magique avec Blackass. Mais Arakiel crée une barrière de lumière pour se protéger. Blackass dit à Léo qu'Arakiel a un pouvoir illimité, car il l'absorbe du cristal d'énergie. Léo dit à Blackass qu'il est temps de prendre un petit risque. Pendant ce temps, Célia essaie de se libérer des branches qui la retiennent, mais cela ne fait que lui faire mal au corps. Malgré la douleur, elle refuse d'abandonner et de laisser Léo se battre seul. Elle invoque son épée sacrée et essaie de couper les branches, mais elle ne peut pas faire le moindre mouvement. Dehors, Arakiel continue d'attaquer Léo avec sa magie de lumière. Léo et Blackass se combinent pour lancer un sort puissant, mais Arakiel crée une barrière de magie de lumière pour le contrer. Célia lutte toujours contre les vignes, augmentant les blessures sur son corps. Ses yeux deviennent rouges et une sorte de lame sort de son sang. Les lames coupent les branches, lui permettant de trouver sa localisation précise. Elle jette ensuite son appareil de communication couvert de son sang, perçant sa poitrine. Et avec cela, Célia se libère enfin des vignes, s'éveillant en tant que véritable reine vampire. Elle coupe la branche devant elle et retourne aux côtés de Léo. Blackass dit à Léo qu'il a besoin de temps pour récupérer et s'écarte. Léo retrouve Célia et il la félicite d'avoir maîtrisé ses pouvoirs de vampire. Elle le remercie de lui avoir fourni du mana afin qu'elle puisse rejoindre le combat. Arakiel guérit ses blessures et dit à Léo qu'il le réduira en poussière. L'homme racine lance une énorme magie de lumière avec sa capacité à lancer plusieurs sorts simultanément. Blackass réalise que l'arbre veut prendre toute la ville en lançant plusieurs sorts de niveau 10, mais Léo ne le permettra pas. Il dit à Célia qu'il va abattre Arakiel et demande sa protection. Léo essaie de tirer son épée démoniaque et Blackass lui demande s'il se souvient de ce que cela implique. Léo se souvient de l'instruction de Rosalia il y a des années. Il ne peut tirer l'épée démoniaque que sous une condition spécifique, protéger son royaume. Avec cela en tête, Léo tire l'épée, déclarant que cette terre et ses gens sont son royaume. Il récite l'instruction de l'épée et elle reconnaît la décision de Léo. Arakiel dit à Léo qu'il ne peut pas changer le destin du monde, mais Léo lui dit qu'il déchirera les tissus du destin de ses propres mains. Léo utilise sa technique secrète d'épée, faisant disparaître Arakiel. Tous les vides commencent à disparaître et la ruée cesse. Le lendemain, Léo se réveille et ne peut pas bouger de son lit à cause de ses muscles endoloris. Il s'avère que le pouvoir de l'épée est écrasant pour son corps sous-développé. Célia entre dans sa chambre, lui apportant un cadeau des enfants. Elle lui dit que manier son épée sacrée a consommé beaucoup de sang et elle veut en sucer un peu. Il la taquine sur sa maîtrise de soi et elle le supplie pour juste un petit peu. Alors elle commence à sucer son doigt, mais soudain les filles entrent dans la pièce et les trouvent dans cette situation. Et Regina leur dit qu'ils ne peuvent pas le faire sans elle. Mais Célia leur explique que ce n'est qu'un gros malentendu. Dans les jours qui suivent, la ville a été dévastée par la ruée, mais elle est lentement reconstruite. Puisque la centrale électrique a été détruite, des panneaux solaires ont été construits pour produire du mana. Léo essaie d'accéder à la chambre forte d'information, mais un esprit lui dit qu'il a besoin d'une permission,
Léo est surpris que cet esprit existe toujours et prétend être un étudiant de l'académie. Regina lui ferme les yeux par derrière et joue à un jeu de devinette, mais en le serrant un peu plus fort, mais Léo devine correctement. Correctement. Il se retire, lui disant qu'ils sont en public. Il lui demande si elle l'a suivi juste pour le taquiner, mais elle lui dit qu'elle est venue rendre quelque chose et l'a rencontré par accident. Il lui dit qu'il est venu faire des recherches sur une langue ancienne. Il lui dit qu'il espère que la langue l'aidera à retrouver ses souvenirs. C'est son excuse. Elle a de la peine pour lui et lui assure qu'elle lui accordera l'accès. Elle s'approche de l'esprit et lui demande de les laisser passer. L'esprit lui dit qu'elle n'a pas la permission, mais elle utilise une astuce pour le faire leur accorder l'accès. Regina dit à Léo de garder son astuce secrète. Léo découvre que l'esprit est artificiel et demande à Regina ce qui est arrivé aux esprits originaux. Elle lui dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles ils rôdent dans les forêts. Elle trouve des références pour la langue ancienne dans la chambre forte et les montre à Léo, lui disant qu'il ne peut lire les livres que dans la chambre forte. Ils reçoivent un message de l'administration les invitant à la cérémonie de remise des distinctions organisée par Altiria, la princesse impériale. Léo en est heureux car il peut utiliser la royauté comme excuse pour poser des questions sur l'Empire humain. Il reçoit un appel de Célia lui demandant où il est. Il lui dit qu'il est allé faire une course mais la rejoindra au port. Regina le laisse dans la chambre forte. Pendant ce temps, dans les environs, un lion noir appelé Batty dit à son gang qu'ils kidnapperont Altiria pendant la cérémonie. Jack est d'accord avec lui, disant qu'ils peuvent l'utiliser pour négocier la liberté de leurs frères emprisonnés. Gerdre est en colère que les humains les aient enfermés. Elsa demande à Batty s'il serait capable de tenir tête aux épées sacrées des humains. Jack commence à se disputer avec elle, et Batty essaie de les calmer. Une étrangère leur dit qu'ils manquent de solidarité. Gerdur lui demande pourquoi elle se moque d'eux, et elle lui dit qu'elle offre son aide, car elle partage leurs ressentiments. Jack lui demande si elle les aiderait à capturer la princesse, et elle leur dit qu'elle leur donnera des pouvoirs plus grands qu'une épée sacrée. Elle apporte une épée démoniaque et donne à Batty un grand pouvoir, ce qui lui permet de fabriquer sa propre épée démoniaque. Jack la confond avec une épée sacrée, mais l'étrangère lui dit que c'est un démon qui peut être manié par n'importe qui. Elsa est impressionnée et pense que leur tentative d'enlèvement pourrait réussir avec un tel pouvoir. L'étrangère leur dit que toute autre personne assez forte obtiendra également une épée démoniaque. Elle suggère qu'ils détournent l'Hyperion et kidnappent la princesse. Gerger dit que s'ils volent le navire, ils peuvent naviguer directement pour libérer leur partenaire de prison. L'étrangère leur demande une faveur en échange des épées démoniaques. Elle leur dit de lui livrer les épées afin qu'elles puissent être utilisées comme sacrifice à la déesse. Ils acceptent ces conditions. Batty demande son nom et elle se présente comme Charnek, la sorcière de la forêt toujours sombre. Pendant ce temps, Léo arrive au port, impressionné par le cuirassé Amarella. Léo décide d'acheter un cadeau pour Célia et est impressionné quand le vendeur lui dit que les elfes le fabriquent. Léo l'interroge sur les elfes et le vendeur explique la diversité des gens qui résident dans la ville. La princesse Altiria se tient sur le cuirassé pour saluer les gens rassemblés au port. Son garde lui dit qu'elle ne devrait pas se tenir trop près du bord. Elle s'excuse, lui disant qu'elle cherchait quelqu'un. Célia et le reste du peloton retrouvent Léo. Il lui donne le cadeau qu'il a acheté pour elle en remerciement d'avoir sauvé sa vie. Elle le remercie pour le cadeau, lui disant que c'est adorable. Elle lui dit qu'il est temps qu'il monte à bord du navire et rencontre la princesse. Léo demande des nouvelles de Regina, mais ils lui disent qu'elle n'assistera pas à la cérémonie. Soudain, une étudiante nommée Fenris interpelle Célia, lui demandant ce qu'elle fait au port. Célia lui dit qu'ils ont été invités à la cérémonie de remise des distinctions. Fenris lui dit qu'elle est toujours occupée car elle fait partie du conseil étudiant. Elles commencent à se disputer, mais Elphine les sépare. Fenris dit à Célia qu'elle a entendu dire qu'elle avait éveillé son épée sacrée et la félicite. Léo interroge Célia sur Fenris et elle lui dit qu'elles sont une sorte d'amies d'enfance. Pendant ce temps, Batty et son gang infiltrent le navire. Ils abattent des gardes et volent leur visage pour prendre leur apparence humaine. Ils félicitent le plan de Charnek d'avoir si bien fonctionné jusqu'à présent. La cérémonie commence, mais Léo s'assied. Parcourant une copie des livres d'histoire, il remarque des informations manquantes, ce qui indique que quelqu'un essayait de cacher les événements du passé. Chérie apparaît et il lui demande ce qu'elle a découvert. Elle lui fournit des informations sur le vaisseau et il lui offre un cadeau dont elle n'est pas vraiment ravie. Elle le prend quand même et s'évanouit dans le monde des ombres. Célia et les filles invitent Léo à la piscine, mais il refuse, prétextant ne pas savoir nager et ne pas avoir de maillot. Mais Célia en a déjà un pour lui, et c'est assez étrange qu'elle ait su qu'il en aurait besoin.
Dans la piscine, Célia apprend à Léo à nager, mais l'esprit de Léo est préoccupé par la dangerosité de ses armes. Cependant, lorsqu'il a remarqué que les enfants nageaient mieux que lui, et que les invités commençaient à parler de lui, il s'est senti très embarrassé et furieux contre lui-même. Plus tard dans la journée, c'est presque l'heure du discours de la princesse. Elle est escortée par ses gardes, mais ils sont pris en embuscade par Bati et son complice déguisé en personnel. Ils prennent la princesse en otage, mais elle libère la clé maîtresse, et la créature transpercée s'enfuit. Le reste du gang des demi-humains encercle les personnes rassemblées pour le discours. Ils confisquent leur téléphone et les tiennent en respect avec une bombe. Ils demandent aux demi-humains ce qu'ils veulent, et ceux-ci exigent la libération de leurs partenaires emprisonnés. Mais Regina leur dit qu'ils ne négocient pas avec les terroristes. Il répond à Regina qu'ils seront sacrifiés à la déesse. Léo dit à Célia qu'il veut s'assurer de la sécurité de la princesse, puis disparaît dans le monde des ombres. Bati et son équipage la forcent à activer le vaisseau et à se diriger vers la capitale. Elle leur dit qu'il se dirigerait vers un amas de vide. Bati lui demande de le contourner, mais Charnek lui ordonne d'y aller droit, afin que les chevaliers sacrés soient souillés et tous aptes à être sacrifiés. Bati voit enfin ses véritables intentions et tente de la combattre, mais elle le maîtrise. Les gardes du port remarquent le navire qui commence à bouger et tentent de l'arrêter. La créature transpercée rencontre Regina, qui l'identifie comme le carbuncle de la famille royale, et délivre le message d'appel à l'aide. Elle remonte à bord du vaisseau et tombe sur Léo, qui semble perdu. Elle lui dit que sa petite sœur est en danger. Regina commence alors à expliquer à Léo son histoire et le complot en arrière-plan. Elle se présente à nouveau, cette fois comme la 4e princesse de l'Empire d'Ortalis, et Altiria est sa sœur cadette. Elle explique que le jour de sa naissance, une étoile malchanceuse est apparue dans le ciel, et pour une raison étrange, il existe une loi particulière pour les enfants royaux nés sous cette étoile. En bref, l'enfant doit soit être éliminé, soit enfermé dans un monastère en montagne pour le reste de sa vie. Mais le grand-père de Célia était mécontent de la façon dont Regina était traitée, alors il a décidé de l'accueillir. Et c'est ainsi qu'elle est devenue la femme de chambre et l'amie de Célia. Elle mentionne ensuite qu'il est possible que le gang demi-humain ait enlevé sa sœur pour contrôler le vaisseau. Léo est confus, mais elle révèle que la famille royale détient le pouvoir des esprits, et que le système de navigation du vaisseau est un élémentaire artificiel qui ne peut être commandé que par le sang royal. En bref, Altiria est l'Hyperion elle-même. Avec cette information, Léo décide de récupérer la princesse. Il mentionne que Célia et les autres devraient aller bien, malgré leur prise en otage dans le hall. Regina est choquée, mais Léo répond que ce sont eux qui peuvent le faire. Il pense que le carbuncle devrait connaître le chemin vers le pont principal, et Regina laisse l'esprit les guider. Pendant ce temps, dans la salle de fête, Fenris essaie de parler aux hommes bêtes, leur demandant comment ils sont arrivés là. Mais l'homme-loup sourit, mentionnant qu'ils ont juste utilisé son épée sacrée. Alphine en profite pour dire à Célia qu'elle a déjà analysé la bombe. Célia est un peu confuse quant à la façon dont elle a fait, et Alphine explique qu'elle a caché son épée sacrée derrière le lustre. Elle révèle ensuite que la bombe n'est pas de type réactif, ce qui signifie que l'utilisateur de l'épée sacrée doit envoyer du pouvoir magique pour l'activer. Le seul problème est qu'elle ne peut pas être neutralisée, seulement retardée, et pour ajouter de l'huile sur le feu, elle ne peut la retarder que d'une seule seconde. Célia pense que s'ils travaillent ensemble, ils peuvent facilement désactiver la bombe. Elle regarde autour d'elle et remarque une fourchette. Elle décide de se piquer le doigt avec, se faisant saigner pour activer son pouvoir de reine vampire. Pendant ce temps, Regina et Léo parviennent à atteindre le pont principal. Mais il est vide. Enfin, techniquement, il est rempli de cadavres. Léo se demande où ils ont emmené la princesse. Regina ramasse alors Carbuncle, mentionnant qu'il y a une chance qu'il puisse créer un lien pour parler avec Altiria. Cependant, elle n'est pas sûre de pouvoir établir ce lien. Léo lui dit qu'elle peut le faire parce qu'il croit en elle. Après tout, elle veut protéger sa petite sœur. Elle retrouve son calme et décide d'essayer. Elle tient le carbuncle et se concentre, essayant de parler à la princesse. La princesse répond, demandant qui est Regina. Elle ment sur son identité, mentionnant qu'elle peut aussi utiliser le pouvoir des esprits, et demande où se trouve la princesse. La princesse dit simplement qu'elle est emmenée et supplie Regina de se concentrer plutôt sur le sauvetage des personnes à l'intérieur du vaisseau. La princesse mentionne ensuite que les terroristes ont réglé la course de l'Hyperion pour éviter le récif noir, et révèle que leur seul moyen d'empêcher le vaisseau d'atteindre cette destination est d'amener le carbuncle au pont. Regina explique alors tout à Léo, qui lui demande immédiatement où est la princesse. Regina révèle l'emplacement d'Altiria, mais s'inquiète car s'ils choisissent de la sauver,
tous les autres seront abandonnés à leur destin. Mais Léo lui dit simplement d'arrêter le vaisseau, car il sauvera la princesse. Elle refuse de le laisser partir seul, parce qu'il n'est qu'un enfant. Léo ignore ses paroles et utilise la magie pour détruire la fenêtre. Il lui dit qu'il est bien plus fort qu'elle ne le pense, alors ils devraient se concentrer sur leur mission. Il saute tandis que Regina lui dit de sauver sa sœur. Pendant ce temps, dans la salle de fête, nous voyons Célia essayer d'utiliser ses pouvoirs de vampire pour contrôler son sang. Elle parvient à créer une fine ligne de sang, jusqu'à l'homme qui contrôle la bombe. Elle dit à Elphine de se préparer à retarder la bombe. Pendant ce temps, Fenris ne se tait jamais, et commence à jacasser vers l'homme-loup. L'homme-loup s'agace autant que moi et menace de lui trancher la gorge, quand soudain Sakuya parvient d'une manière ou d'une autre à se libérer et à laisser tomber une assiette. Le terroriste ne comprend pas comment cette fille mange encore du pain, et demande comment elle s'est débarrassée des cordes. Elle répond simplement qu'elle a utilisé le couteau sur la table. L'homme-loup s'agace et s'approche d'elle, mais Elsa estime que l'aura de Sakuya est assez intense. Une fois de plus, Fenris se lève et ouvre la bouche. Célia utilise cette opportunité pour contrôler son sang à nouveau et se préparer à leur attaque. L'homme-loup n'attend pas. Il attaque Fenris qui parvient d'une manière ou d'une autre à esquiver et sort quelques mouvements de judo pour maîtriser l'homme au sol. L'homme-loup n'est pas content et dit à Jack de faire exploser la pomme. Elphine utilise sa boule pour retarder le sort, permettant à Célia d'utiliser son sang et de détruire la baguette de l'homme. Tsukuya enchaîne en épinglant Elsa contre la table et Fenris invoque ses loups de glace pour geler l'homme-loup. Célia en profite pour invoquer son épée sacrée afin d'attaquer Jack et de finalement détruire la pomme. Cependant, elle a quelques reproches à faire sur la façon dont Fenris a failli ruiner leur plan. Tout le monde récupère rapidement ses appareils, mais il n'y a pas de signal et l'atmosphère est étrange. Ils regardent par la fenêtre et voient à quel point ils sont proches d'un récif du vide. Les vides commencent à monter à bord du vaisseau et à les attaquer. Chacun connaît ses tâches, Elphine et Célia aideront les invités à se mettre en sécurité, tandis que Fenris et Sakuya vaincront les monstres. Célia entend soudain la voix de Léo, mais est confuse car elle ne le voit pas. Il explique qu'il utilise le souvenir qu'il lui a donné pour créer un canal de télépathie avec elle. Il révèle ensuite que Regina se dirige vers le pont, mais qu'il est trop dangereux pour elle d'y aller seule. Alors il demande à Célia de l'aider. Pendant ce temps, Regina est littéralement encerclée par des vides, mais Célia parvient à arriver et à la secourir. Les choses dans la salle de fête se calment initialement, jusqu'à ce qu'un puissant vide se joigne à la fête. Les loups de glace de Fenris ne peuvent rien contre lui. Elphine leur dit de tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts, mais Sakuya refuse, affirmant qu'elle s'occupera du gros. Les filles abattent les vides plus faibles et se retirent dans une autre pièce. Elle active ensuite son véritable pouvoir, l'épée démoniaque du pluvier sombre, transformant le monstre en calme arraché. Les deux autres parviennent enfin à atteindre le pont, et Célia dit qu'elle couvrira ses arrières. Regina s'assied, accède au système, et entre le code donné par la princesse. Il s'avère que c'est le nom de l'étoile sous laquelle Regina était née. Altiria n'a jamais rencontré Regina, mais ne voulait jamais oublier qu'elle avait une sœur aînée. Dans ses pensées, Regina remercie sa sœur et tente de prendre le contrôle du système du vaisseau. Pendant ce temps, la princesse est presque emmenée en avion par Charnak. Altiria remarque que l'hélicoptère a réussi à faire demi-tour et est heureuse que tout le monde soit en sécurité. Charnak essaie de décoller, mais l'hélicoptère est inexplicablement tiré vers le bas. Elle voit soudain les vides, gardant la zone être anéantie par des boules de feu. Elle regarde devant elle et voit un petit garçon, lui demandant si elle pensait pouvoir s'échapper. De retour sur le vaisseau, Elphine et les autres sont encerclés par des vides. Certains enfants commencent à pleurer, surtout parce qu'Elphine n'a plus de balles à tirer. L'une des filles dit aux autres de se détendre, car Léo les sauvera d'une manière ou d'une autre. Le monstre se prépare à attaquer, mais ils sont soudainement découpés en morceaux. C'est Chérie, qui en profite aussi pour prendre une collation et disparaît des ombres. Elle mentionne simplement que c'est le paiement pour avoir mis leur foi en son maître. Pendant ce temps, Sarnak sort et demande qui est Léo. Il répond qu'elle paiera pour le crime d'avoir interféré avec son royaume et se présente comme le seigneur démon. Elle s'agace, le traitant de simple enfant, se moquant du nom de seigneur démon. Elle utilise un sort de feu pour attaquer, mais Léo le bloque facilement, le qualifiant de décevant. Charnak n'en croit pas ses yeux, mentionnant qu'il vient d'utiliser l'art secret du légendaire seigneur démon. Liu le confirme et utilise ses ombres pour la maîtriser. Il l'interroge sur son objectif, auquel elle répond qu'il s'agit de créer une épée démoniaque. Elle mentionne ensuite gagner la faveur de la déesse, ce qui rend Liu confus. Il affirme que les dieux ont péri il y a 1000 ans,
et demande son nom. Mais des épées sortent du corps de Charnac. Juste au moment où elle est sur le point de révéler le nom de la déesse, Léo est confus, car c'est l'épée de l'annihilation. Le corps de Charnac se transforme soudainement en un grand monstre, capable d'invoquer plus de vide. Il se souvient rapidement que les dieux lui ont donné l'épée quand il était un héros, pour tuer les seigneurs démons. Cependant, il croyait avoir détruit l'épée, après être devenu le seigneur démon. Il l'attaque avec du feu, mais le vide absorbe l'attaque à la place. Le vide disparaît, alors soudainement, et apparaît une seconde plus tard, au-dessus de lui. Léo parvient à esquiver, mais remarque que les vides plus petits essaient de prendre la princesse. Il les détruit, mais permet au vide énorme de l'attaquer. Cependant, Regina, qui contrôle le vaisseau, observe tout sur la caméra de surveillance et active le système de défense. Le vaisseau commence à tirer sur le vide non seulement avec des balles, mais aussi avec des missiles. L'un des missiles contient Célia, venue l'aider. Plus de vides sont invoqués, et Léo demande à Célia de lui faire gagner du temps. Elle se coupe la chair pour créer des lames, et s'occupe de tous les petits vides autour. Léo en profite pour sortir son épée démoniaque, et utilise son attaque la plus puissante pour faire disparaître le seigneur du vide. Après coup, toutes les filles sont félicitées par la princesse pour leurs efforts pour protéger tout le monde. Puis Eltyria remarque que Léo est absent, Célia explique qu'il se remet de ses blessures, et la princesse lui dit de le remercier, ainsi que la fille qui peut utiliser la magie des esprits. Pendant ce temps, Léo est allongé sur son lit, endolori, quand Regina entre. Elle lui demande comment il se sent, et mentionne qu'elle lui a préparé de la tarte aux pommes. Elle dit qu'elle va le nourrir, mais il refuse. Elle décide alors de le récompenser pour ses efforts avec un joli baiser. Léo est embarrassé, et Regina lui dit de garder ça secret vis-à-vis de Célia. Ensuite, nous voyons des gardes poursuivre les demi-humains sous terre. L'un des loups informe son groupe que les gardes ont encerclé la surface, l'elfe leur dit de se déplacer sous terre vers le port, et de là, ils quitteront la ville. Pendant qu'elle parlait, les gardes les ont encerclés, et ont dit qu'ils étaient arrêtés pour l'enlèvement de la princesse. Plus d'officiers apparaissent, et le groupe semble effrayé. L'un des gardes leur dit de se rendre, car leur pouvoir ne peut faire face aux épées sacrées. Quelqu'un arrive alors et il transforme les soldats en pierre. Les demi-humains demandent à la personne qui il est, et la personne fait s'incliner les demi-humains devant lui en utilisant la magie. Il se présente comme Zolvadis, un seigneur démon et le souverain légitime de ce monde. Mais à sa voix, on peut dire que c'est Léo qui se déguise. Il dit aux démons que les soldats vont se dépétrifier en quelques minutes et que s'ils se dévouent à lui, il leur accordera un refuge. La fille elfe déclare qu'ils n'ont pas beaucoup de choix et ils acceptent de le servir. Zal leur donne alors le nom de Blue-Macho et crée un labyrinthe pour qu'ils s'y réfugient et leur dit de se préparer à prendre le contrôle de l'Empire. Il mentionne que l'entrée de ce labyrinthe sera cachée aux humains. Le téléphone de Zal sonne alors et il remarque que c'est Célia. Elle lui demande où il est. Il remarque que le son est fort, alors il raccroche rapidement, puis rit et disparaît dans l'ombre. Pendant ce temps, Célia remarque des corbeaux devant sa fenêtre. Elle pense que de plus en plus d'entre eux se rassemblent autour d'elle ces derniers temps. Elle déclare que Léo l'a averti que les animaux du domaine des ténèbres ont tendance à affluer autour des vampires, et elle se demande s'il peut faire quelque chose à leur sujet. Célia se rend ensuite dans la chambre de Léo, et elle remarque Chéri en train de nettoyer. Célia se frotte les yeux, et elle remarque qu'elle a disparu. Célia appelle alors Léo pour vérifier où il est, et Léo raccroche son téléphone. Célia pense qu'elle devrait se dépêcher de prendre une douche pour pouvoir aller le chercher. Léo retourne ensuite dans sa chambre et retire son déguisement. Il pense que Célia est devenue trop protectrice envers lui, elle a failli ruiner son image majestueuse, mais il est content que la réunion se soit bien passée et qu'il ait réussi à recruter les demi-humains de l'organisation. Il se rend ensuite dans la chambre de Célia et il remarque qu'elle est en train de se changer et il est embarrassé de voir cela. Regina entre soudainement et se demande si elle a interrompu quelque chose. Il lui crie qu'elle n'a rien interrompu. Peu après, tout le monde prend le petit déjeuner et Célia demande à Léo de manger aussi des légumes. Léo déclare qu'il le fera plus tard. Et Regina mentionne qu'il y a eu beaucoup de corbeaux autour de leur dortoir ces derniers temps. Elle se demande si elle devrait les chasser. Et Célia dit que ce serait méchant. Regina mentionne qu'à cause des corbeaux, toute l'académie est déjà convaincue que leur dortoir est hanté. Il y a aussi un énorme chien noir qui traîne autour de leur dortoir et une fille fantôme apparaît parfois. Célia dit qu'elle a vu la fille fantôme plus tôt et qu'elle portait un uniforme de femme de chambre. Léo mentionne que Célia a dû l'imaginer et il pense que cette stupide Chari devrait être plus prudente. Célia demande alors à Léo où il est allé ce matin. Il ment et dit qu'il était sorti pour un entraînement en solo en vue du match d'entraînement.
Regina déclare que le peloton de Fenris n'est pas une source d'inquiétude, mais ils ont passé toute la nuit dernière à élaborer un plan d'attaque détaillé. Elle espère qu'ils gagneront et monteront en grade. Célia pense qu'elle doit se surpasser car c'est son premier match après avoir obtenu son épée sacrée. Lors du match d'entraînement, Célia et Léo éliminent un drapeau ennemi. Le public applaudit le peloton 18 et pendant ce temps, nous voyons qu'Elphine repère l'ennemi et Regina les tire pour les tenir en échec et Sakuya se dirige au milieu du terrain pour servir de leurre. Gélion pense que le peloton 18 a une bonne stratégie, mais si leur diversion échoue, alors cela aura des résultats désastreux. Célia rencontre ensuite les loups de Fenris qui avancent, et l'un d'eux parvient à la blesser. Fenris sort alors, et elle mentionne qu'elle avait le pressentiment que Célia apparaîtrait ici. Célia se demande pourquoi un capitaine de peloton défend son sous-drapeau. Fenris déclare qu'elle est ici à cause de leur rivalité, et elle mentionne qu'elle a également envoyé 2 de ses attaquants après leur drapeau principal. Avec Elphine là, c'est essentiellement eux contre le sniper, et Sakuya est douée avec les épées, mais si stupide qu'elle poursuit les loups. Léo pense que cette femme est méchante, mais qu'elle est intelligente. Fenris change alors le mode de son épée sacrée pour combattre Célia. Elle demande à sa camarade de peloton de s'occuper de Léo. Fenris attaque ensuite Célia, mais elle parvient à bloquer l'attaque. Elle la frappe à nouveau et réussit à la toucher, puis la lie à un arbre. Pendant ce temps, Léo vainc l'autre fille avec sa magie des ombres. Célia ne peut accepter la défaite et parvient à briser ses liens, et élimine Fenris d'un coup d'épée. Pendant ce temps, Alphine et Regina parviennent à capturer le drapeau, et le peloton 18 remporte le match. Galien pense que cela ne serait pas arrivé si le 11e peloton s'était contenté d'aller chercher le drapeau principal. Alto dit qu'elle pense toujours que les 2 pelotons ne sont pas encore complètement parfaits. Et le vieil homme dit que leur imperfection pourrait être la raison pour laquelle les gens sont attirés par eux. Après un moment, Léo prend un bain avec le reste des filles. Célia le lave et Léo se demande s'il est juste qu'il soit là. Elphine dit que selon les règlements de l'académie, les enfants peuvent se baigner avec leur tuteur jusqu'à l'âge de 11 ans, mais le roi des os à l'intérieur de Léo a une érection. Regina demande à Sakuya si elle veut qu'elle lui lave le dos. Sakuya dit qu'elle va bien, mais Regina la saisit fermement quand même et dit que son sac à plaisir a grossi. Et Léo est témoin de tout cela et essaie de contrôler sa tige tendue. Célia dit alors qu'ils ont peut-être gagné leur match d'entraînement, mais qu'ils ne devraient pas se reposer sur leur laurier, car si Fenris ne s'était pas concentré sur elle, leur équipe aurait pu perdre. Sakuya s'excuse d'être tombée dans le piège de l'ennemi, et Elphine mentionne que ce n'est pas grave, car elle a bien rencontré les attaquants qui étaient leur drapeau principal. Grâce à cela, elle les a vaincus. Regina et Célia sont également d'accord, elles empilent ensuite leurs mains les unes sur les autres, et elles promettent toutes de s'améliorer pour le prochain champ de bataille. Ailleurs, le seigneur du vide Néphikis, entouré d'épées démoniaques, se demande qui a tué Charnak. Il offre les épées démoniaques à quelque chose qu'il appelle une déesse. Il dit que la déesse va bientôt s'éveiller. Nous voyons ensuite une structure comme le jardin d'assaut apparaître d'une déchirure dans l'espace, puis nous voyons le 18e peloton en service à l'appel d'Alto. Elle leur montre des images qu'ils ont reçues d'une base d'observation située à 1000 km d'ici. Alphine dit que la base là-bas surveille le territoire du vide. Alto mentionne que la détection précoce des bousculades est cruciale, donc des avions sans pilote patrouillent la zone en permanence. Célia remarque alors que les images proviennent du 3e jardin d'assaut. Il a disparu dans le territoire du vide il y a 6 ans. Léo pense que le 3e jardin d'assaut est la maison de Célia et Regina, et il pensait qu'il avait été détruit. Alto mentionne ensuite qu'actuellement la cible se dirige vers eux, et que sa centrale électrique était arrêtée, mais il est possible que quelque chose les fait se réactiver. Alphine dit qu'elle les atteindra en 7 jours à ce rythme. Alto mentionne que le facteur problématique est qu'un signal de détresse a été envoyé depuis 2 endroits distincts. Célia se demande s'il y a des survivants, mais Alto dit que cela pourrait aussi être un dysfonctionnement de l'équipement. Elle dit qu'ils ne peuvent pas obtenir plus d'infos avec un drone, et leur demande de ratisser la ville. Leur mission est d'enquêter sur le signal de détresse, chercher des survivants, examiner la centrale électrique et le système de navigation si possible, puis les désactiver. Ces tâches doivent être terminées en 72 heures, car après, les capacités de navigation du 7e jardin d'assaut ne leur permettront plus de battre en retraite. Alphine demande alors à Alto pourquoi ils ont été choisis, se demandant si c'est parce que Célia a survécu à l'incident du 3e jardin d'assaut, en tant que dernière de la famille du duc Crystalia. Léo pense que les humains veulent un héros, et que l'humanité n'a pas changé d'un iota depuis qu'il était un héros. Alto ne peut le nier, mais elle croit aux capacités de leur peloton. Célia dit qu'ils donneront tout pour cette mission, et essaie de demander à Alto de retirer Léo, car ce n'est qu'un enfant.
Mais Léo dit que ce n'est pas nécessaire, car il fait aussi partie du 18e peloton. Le lendemain, avant de partir, Léo dit à Blackass et Shari qu'il a remarqué l'insigne de l'ordre sacré dans les ruines d'une ville lointaine. Blackass se demande comment c'est possible, car tout ce qui s'est passé il y a 1000 ans a été effacé de l'histoire. Léo dit que oui, et qu'il doit découvrir qui était responsable. Blackus dit qu'il surveillera le royaume de Léo pendant son absence, et Léo demande à Shari de l'accompagner dans cette mission. Léo demande alors ce que Blackus a au cou. Blackass dit que c'est un cadeau de Sakuya, et qu'avec ça, il ne sera pas pris pour un chien errant et viré du campus. Léo part, et sur le vaisseau, Regina le laisse dormir sur ses genoux et lui nettoie ses poils les oreilles. Cela endort Léo, et il rêve du passé. Dans son rêve, on le voit polir ses os, et Rosalia lui dit que le moment où elle ne pourra plus rester à ses côtés approche. Léo lui demande de ne pas plaisanter avec ça, alors qu'il a enfin créé son royaume, et Rosalia lui dit que ce n'est pas une blague. Elle mentionne qu'elle sera réincarnée 1000 ans dans le futur, et se demande si Léo viendra la chercher quand cela arrivera. Léo dit qu'il la retrouvera si ça arrive, et Rosalia mentionne qu'elle aimerait que Léo lui promette quelque chose. Mais Léo se réveille et se demande pourquoi il dort sur les genoux de Célia au lieu de Regina, et elle lui dit qu'elles ont échangé. Ils atterrissent ensuite sur le 3e jardin d'assaut, et Célia dit qu'elle se dirigera vers le centre pour enquêter sur la centrale électrique, et elle demande aux autres de localiser l'origine du signal de détresse. Alphine dit qu'ils devraient se contacter toutes les heures, et elle mentionne qu'elle leur laissera aussi un de ses drones. Ils se séparent ensuite, et Léo demande à Chéri d'accompagner Elphine et les autres pour s'assurer de leur sécurité. Après un moment, Célia s'arrête et dit à Léo qu'il y avait ici une pâtisserie qu'elle fréquentait, mais pendant qu'elle était au refuge et priait, tout a été détruit. Léo lui dit que ce n'est pas sa faute, mais soudain ils détectent une activité du vide et sont attaqués par un faisceau de lumière parce que Neticus appelait la déesse et l'attaque piège Célia sous un poteau. Peu avant, une fille nommée Harley, l'une des 6 héroïnes, apparaît soudainement au milieu de la ville. Elle est surprise de voir à quoi ressemble le futur dans 1000 ans. Elle ne sait pas pourquoi elle a été envoyée à cette période, mais sait que la déesse allait bientôt naître. Elle monte sur un bâtiment et regarde la ville, inconsciente de sa technologie quand elle voit l'hélicoptère qui livre Léo et les autres. Soudain, Néphix s'approche derrière elle et lui explique la technologie. Il se présente comme le seigneur du vide Néphicus. Harley lui demande s'il vient aussi du passé. Il lui dit quelque chose comme ça, et il sait aussi qu'elle est là pour détruire le vaisseau de la déesse. Harley le prend pour le gardien du vaisseau et l'attaque. Cependant, Nephiux disparaît en lui disant de partir, invoquant un énorme vide pour lui tenir compagnie. Pendant ce temps, le vide attaquant Célia est sur le point de l'achever, mais Léo la téléporte sous terre en sécurité. Il engage le vide dans une bataille de sorts, mais le vide peut bloquer la magie de bas niveau. Léo dit qu'il va montrer au vide à quoi ressemble un vrai magicien. Pendant ce temps, les filles entendent des bruits de combat venant de la direction de Léo et Célia. Elphine découvre que son drone a disparu et elles vont les vérifier. Pendant ce temps, Léo dévie les attaques du vide et utilise un sort de gravité pour l'immobiliser, mais le vide parvient à se libérer. Mais cela donne assez de temps à Léo pour lancer un sort de niveau 9, et il attaque aussi avec un sort de foudre en même temps, ce qui l'élimine. Léo rejoint Célia en lui disant qu'il a pu vaincre le vide. Célia essaye de se relever, mais Léo lui dit de ne pas trop forcer, car même avec ses capacités de vampire, il lui faudra du temps pour guérir. Soudain, des gens apparaissent derrière Célia, et Léo pense que ce sont des vides. Célia remarque le blason du duc sur leurs uniformes, et l'un d'eux se présente comme William Richmond. Il est le chef de l'ordre de la Maison Crystalia, sous le commandement du père de Célia. Il lui dit que bien qu'il soit un fantôme, il s'est précipité à ses côtés pour la protéger. Léo note qu'il n'avait pas encore expérimenté le phénomène de fantômes habitant les sites de bataille à l'époque actuelle. William dit à Célia qu'elle a dû recevoir leur signal de détresse pour venir en ville. Elle est surprise que ce soit eux qui l'aient envoyé, mais William lui dit que le signal n'était pas un appel à l'aide, mais un avertissement. Il lui dit que l'histoire pourrait se répéter si rien n'est fait, car un nouveau seigneur du vide est apparu dans la ville en ruine. Il lui dit que le seigneur du vide puise de l'énergie dans la centrale électrique de la ville. Et Célia dit à Léo qu'ils doivent se dépêcher d'y aller et trouver des preuves. Léo lui dit qu'elle doit se reposer, mais William propose de la conduire au château dans une limousine fantôme. Léo dit qu'il ne fait pas confiance aux fantômes pour respecter les limites de vitesse, alors il invoque des chevaux squelettes qui tirent de la voiture. Pendant ce temps, les 3 autres filles tombent sur Harley. Regina pense que c'est une survivante et essaie de la vérifier,
mais Sakuya la retient quand elle voit l'épée d'Arleg. Sakuya propose de s'occuper d'Arlie, qui prend les filles pour les sbires de Nefikessa. Elles s'engagent dans un combat à l'épée, mais sont à égalité. Sakuya manque de peu un coup fatal avec un mouvement rapide, mais ne veut pas blesser Arlie, alors elle s'arrête. Elle dit à Arlie qu'elle aurait gagné si elle n'avait pas été blessée. Pendant ce temps, Celia se sent mieux, mais elle demande à Léo un peu de son jus corporel. Elle lui saute dessus et commence à le vider. Mais malheureusement, Elphine la contacte et l'interroge sur la bataille avec le vide, et Celia lui fait le rapport. Elle dit aussi à Elphine qu'un seigneur du vide pourrait se cacher en ville et manipuler la centrale électrique. Elphine lui dit qu'elle soigne une survivante, et elle décide de se regrouper au domaine Crystalia. Celia demande un peu plus de jus corporel, mais Léo lui présente une robe qui augmente sa force avec son mana de vampire. Il lui dit de l'utiliser sagement, car elle drainera son mana rapidement. Celia lui demande pourquoi il lui a soudainement donné la robe, et il répond qu'il ne veut pas qu'elle se blesse. Il lui donne ensuite des chaînes squelettes comme porte-bonheur. De retour aux filles, Regina finit de soigner Arlie. Elphine lui demande pourquoi elle les a attaquées dès qu'elles se sont rencontrées, et elle lui dit qu'elle les a prises pour des alliés du Seigneur du Vide. Elphine cherche dans la base de données du troisième jardin, mais ne trouve pas le nom d'Arlie. Elle lui demande d'où elle vient, mais Arlie leur demande ce qu'elles font dans cette ville. Elphine répond à la question, faisant réaliser à Arlie que les humains ont encore une place dans le monde après tant de temps. Elphine répète alors sa question, mais Arlie répond simplement qu'elle doit accomplir sa tâche de vaincre la déesse. Arlie essaie de continuer seule, puisqu'elles ne sont pas ses ennemies, mais elle l'empêche de bouger seule. Son estomac gargouille, et Sakuya lui donne des collations. Chéri surveille le groupe, se demandant ce qu'Arlie fait 1000 ans dans le futur. Pendant ce temps, un vide rencontre Néphikus et rapporte qu'un vide a été éliminé. Néphikus se demande qui a éliminé son vide de haut niveau et décide qu'il est temps d'agir. Léo et Celia arrivent à chez elle, et Celia est inondée de souvenirs de son passé. Ils entrent dans le château, et Léo s'assied sur une chaise confortable qui lui rappelle son trône. Celia monte à l'étage, et elle est inondée d'encore plus de souvenirs. Elle explore les jardins du château, et finit par être émue aux larmes. Les fantômes reconstruisent la chambre de son père, et elle se souvient de son père lui lisant une histoire sur le seigneur démon et le héros. Mais soudain, la voix de Néphix la tire de ses souvenirs. Néphix lui dit qu'il ne s'attendait pas à voir une jeune femme ici. Celia lui demande s'il est un survivant, mais il est agacé qu'elle l'ait pris pour un humain. Il commence à lancer de la magie de feu et l'attaque. Léo entend le bruit à l'étage et court vérifier Celia, qui est assommée. Pendant qu'elle est inconsciente, Celia rêve d'un événement passé où son père lui demande d'aller au refuge avec Regina. Celia lui dit de venir avec elle, mais il lui dit qu'il doit aller se battre pour protéger les habitants de la ville. Il lui dit que c'est le devoir confié à leur maison. Celia demande si elle peut le rejoindre dans le combat, mais il lui dit qu'ils pourront combattre ensemble une fois qu'elle aura éveillé son épée sacrée. Son père lui rappelle l'histoire du seigneur démon maléfique. Il lui dit qu'il croit qu'un jour, le seigneur démon maléfique apparaîtra et les aidera à vaincre les vides. Celia se réveille pour trouver 3 morts vivants devant elle. Néphikas pense que sa magie de niveau 3 peut vaincre un géant, mais c'est trop pour un humain. La poussière se dissipe, et il est choqué de voir des guerriers morts vivants. Ils disent à Celia qu'ils la protégeront. Néphikas s'excuse de l'avoir prise pour une simple humaine, alors qu'elle peut invoquer des soldats morts vivants. Il décide de tester ses capacités défensives, mais Léo sort de nulle part et lui lance une boule de feu, le faisant tomber. Celia lui demande qui sont les épéistes morts vivants, et il lui dit que c'était les porte-clés qu'il lui avait données plus tôt. Les guerriers morts vivants se présentent comme les 3 héros de Ragnar, en prenant des poses de Power Ranger. Ils disent à Léo de se reposer car ils protégeront Celia. Néphikas se remet sur pied, disant à Léo qu'il aurait été fini s'il était un simple humain. Léo le reconnaît et se demande ce qu'il fait dans le futur. Néphikas lance une attaque de feu sur Léo, mais il la contre avec de la glace qui le retient. Néphikas lui demande de s'identifier, mais Léo lui dit de répondre à sa question d'abord. Léo lui demande ce qu'il cherche, mais le sol tremble soudainement. Néphikas rit et dit à Léo que le vaisseau a joué son rôle, et que la déesse est revenue à la vie. Il dit à Léo que ses services ne sont plus nécessaires, car le monde s'effondrera sous la puissance de la déesse. Léo essaie de l'arrêter, mais il disparaît. Léo se demande ce que Néphikus fait dans le présent, et s'il a réveillé Rosalia. Le symbole de l'ordre sacré est projeté dans le ciel, et les guerriers morts-vivants leur disent qu'ils doivent évacuer le bâtiment. Une énorme créature apparaît, et William dit à Celia de se mettre en sécurité. Plusieurs créatures du vide se déplacent, tandis que l'hymne de l'ordre sacré retentit.
Léo identifie la créature comme le vestige de Saint Tyras, l'un des 6 héros. Célia fait son rapport aux 3 autres et elle passe immédiatement à l'action, laissant Harley derrière avec de la nourriture. Elle lance un missile qui libère un signal de secours. Les créatures du vide grouillent autour de la ville, tandis que les 3 autres décident de rencontrer Célia. Célia et les guerriers morts-vivants continuent de combattre les vides, mais le vide peut régénérer tout dommage ou blessure qui lui est infligé. Regina et Sakuya ont le même problème avec les vides qui les attaquent. Elphine fait un scan et leur dit que la tête est le point faible de la créature. Léo dit la même chose à Célia, et ils peuvent maintenant facilement vaincre les vides. Saint Iris se dirige vers Léo et Célia. Léo est heureux qu'elle leur épargne la peine d'aller la chercher pour la battre. Célia, Léo et les guerriers morts-vivants continuent d'attaquer la vague infinie de vide. Léo décide d'y mettre fin et lance un énorme sort magique sur Tyris, le sort la fait fondre. Mais elle se régénère. Léo est surpris qu'elle ait résisté à un sort de niveau 10. Elle lance un sort de niveau 11 de son cru, et Léo érige une barrière défensive. Elle libère plusieurs pierres de magma qui détruisent que tout autour d'elle. Léo dit à Célia qu'il va achever Tyrus et lui demande de surveiller ses arrières. Les guerriers morts-vivants et Célia le protègent moins des vides, alors qu'il saute et tire son épée démoniaque. Il essaie de frapper Tyris, mais l'épée commence à résonner. Soudain, la voix de Rosalia sort de Tyris, lui demandant s'il veut utiliser l'épée pour la tuer. Léo ne comprend pas ce qui se passe, alors que la voix lui dit qu'il ne peut pas utiliser son épée pour la battre. Léo frappe Tyris, mais le coup est bloqué, et elle lance un sort qui tire des flèches de lumière dans toutes les directions. Léo est touché par une flèche de lumière et est projeté au sol. Tyris se prépare à lancer un autre sort, mais Célia invoque la robe que Léo lui a donnée, passant au niveau de Fille-Roi Démon, et utilise la magie du sang pour immobiliser Tyris. Les guerriers morts vivants protègent Léo du vide, et Célia le ramasse. Léo se souvient avoir promis de retrouver Rosalia si elle ressuscitait un jour. Il se réveille dans les bras de Célia et lui dit de fuir pour sa vie. Elle le serre dans ses bras et lui dit de boire son jus corporel pour qu'elle puisse courir. Au lieu de cela, elle lui injecte son mana. Léo se souvient de Rosalia lui demandant de faire une promesse. Elle veut qu'il la tue si elle revient sous une autre forme à l'avenir. Léo refuse, mais elle l'exhorte à se souvenir et à trouver son vrai corps grâce à l'épée démoniaque. Il est maintenant convaincu que ce n'était pas un rêve, mais un souvenir que Rosalia avait scellé jusqu'au bon moment. Célia essaie toujours d'utiliser son sang pour injecter du mana dans le corps de Léo, mais il continue de se souvenir du moment où Rosalia lui demande de la tuer avec l'épée démoniaque si elle se transforme en quelque chose de différent à l'avenir. Elle lui dit qu'en le faisant, il pourra trouver son vrai moi, et l'épée démoniaque le mènera à son destin. Léo se réveille enfin et réalise que Rosalia avait mis un sceau sur sa mémoire pour qu'il oublie sa promesse. Cependant, il refuse d'abandonner et se lève pour voir Tyrus se régénérer. Il promet alors qu'il fera tout pour trouver la vraie Rosalia. Il ramasse l'épée démoniaque à nouveau et Célia s'inquiète de ses blessures. Il explique qu'il va bien maintenant parce qu'elle l'a sauvé en utilisant son mana pour le guérir. Il est toujours confus car il ne comprend pas si ses souvenirs sont revenus au bon moment ou si c'est parce que Célia lui a rendu tout le sang qu'elle lui avait drainé. Il se tourne alors vers Célia et lui demande si elle peut déchirer une partie de sa robe et la lui donner. Elle s'exécute et il l'utilise pour guérir complètement ses blessures, mais il s'inquiète de son faible mana. Tyris commence alors à se lever et les deux se préparent à se battre, mais ils sont arrêtés par William, qui veut aussi prêter sa force. Il sait que Léo a un moyen d'utiliser sa magie pour prendre leurs âmes et les utiliser comme mana. Ils ont l'impression d'avoir accompli leur tâche de chevalier de la famille de Célia. Célia demande s'il peut le faire, et Léo confirme qu'il le peut. Un des chevaliers lui dit qu'il y a aussi des âmes de personnes mortes, il y a 6 ans, et qu'elles veulent se venger, alors utilise-les aussi. Léo regarde autour de lui et voit plusieurs orbes d'âmes. William demande à nouveau que leur souhait soit exaucé, et Léo promet d'exaucer leur dernier souhait. Il utilise l'épée démoniaque pour lancer un sort qui absorbe toutes les âmes dans un orbe. Les chevaliers le remercient pour d'avoir exaucé leur dernière requête, mais Léo explique qu'il veut demander une faveur. Il veut que les chevaliers les aident, il invoque ensuite plusieurs chevaliers squelettes du sol, puis fusionne les âmes des chevaliers dans ses nouveaux corps. William réalise qu'il peut maintenant accomplir sa tâche de chevalier. Léo se tourne alors vers Célia et explique qu'il n'a pas encore récupéré assez de puissance pour vaincre Tyris. C'est pourquoi elle et les chevaliers doivent trouver un moyen de lui faire gagner du temps, surtout que Tyris invoquera plusieurs autres vides. Célia lui dit de la laisser faire et lève son épée sacrée. Elle utilise ensuite son sang pour créer plusieurs lances pour les chevaliers. Chaque chevalier squelette commence à s'exciter pour le combat. Pendant ce temps, Elphine finit de faire les préparatifs avec son équipe pour combattre le Seigneur du Vide. Elles se préparent à partir à moto, mais Harley les arrête. Elle leur demande de l'emmener car elle veut rejoindre le combat. Regina mentionne que ce serait stupide car elle est toujours blessée.
Soudain, un vide vient vers Harley mais elle l'élimine d'un simple coup. Les filles sont impressionnées, et elle explique qu'elle est la seule assez forte pour vaincre le Seigneur du Vide. Elle affirme ensuite que son épée sacrée est née pour détruire ces monstres. Sakuya s'avance alors, déclarant qu'il serait plus facile de vaincre le Seigneur du Vide avec de la puissance. Elle dit à Elphine de la laisser les rejoindre, et si quelque chose tourne mal, Sequoia trouvera un moyen de protéger les filles. Elphine accepte, et elles se préparent à partir. De retour à Celia, elle combat les vides aux côtés des soldats. Chacun est capable de faire face aux monstres. Ils essaient de donner à Léo autant de temps qu'il lui faut pour récupérer sa puissance en absorbant les âmes perdues restantes. Cependant, il a l'impression que cela prend tellement de temps. Pendant ce temps, les filles conduisent pour rencontrer Léo et Celia, mais elles remarquent la quantité de vide autour. Elphine dit qu'elle utilisera son pouvoir pour conduire la moto de Regina, permettant à Arwatz d'attaquer les vides volants. Regina accepte les ordres et invoque son canon pour tirer sur les bêtes. Un des vides se concentre sur Elphine, mais Sakuya le tranche en deux. Celia dit alors au chevalier d'avancer en gardant la formation. Cependant, elle ne remarque pas un vide l'attaquant par derrière. Un des squelettes vainc le vide, tandis qu'un autre parvient à la rattraper. Elle remarque qu'elle n'est pas blessée, et ils expliquent que c'est parce qu'elle a le pouvoir de la reine vampire. Elle pense que c'est surtout grâce à sa robe, comme Léo l'a expliqué, cela l'aiderait à contrôler son pouvoir. Elle s'envole pour continuer le combat, mentionnant qu'elle doit tout faire pour protéger Léo. Les squelettes, pour une raison quelconque, commencent aussi à voler et à vaincre plusieurs vides en plein air. C'est là qu'on réalise qu'un seul squelette est plus puissant qu'un étudiant moyen. Celia remarque alors quelque chose sur son dos, Léo absorbe une énorme quantité d'âme et la boule est devenue énorme. Le Seigneur du Vide le regarde et commence à lancer plusieurs cercles magiques. Il sait que c'est mauvais, car il a encore besoin de plus de temps pour utiliser toute sa puissance. Tiris change alors la direction du cercle magique vers eux. Léo crie à tout le monde de s'enfuir et de se mettre à l'abri. Tiris active alors la magie, lançant plusieurs boules de magma vers eux. Cependant, tout le monde s'est regroupé par paires, l'un utilisant la magie pour créer un bouclier, tandis que l'autre les éloigne en volant. Celia demande si Léo va bien, mais il explique qu'il va bien, il a juste besoin d'un peu plus de puissance. Pendant ce temps, Elphine et les filles regardent tout de loin, et elle essaie de contacter Celia. Regina se demande si tout va bien, mais Elphine n'est pas sûre. Soudain, un énorme vide apparaît derrière elle. Regina essaie de l'abattre, mais cela ne lui fait aucun dégât. Le vide active un pouvoir, créant 4 faisceaux laser. Mais soudain, un fouet attrape son bras et le projette contre un bâtiment, le détruisant. C'est Chéri qui a dit avec arrogance qu'il était bien trop faible pour le serviteur du roi démon. Retour à la bataille, les squelettes font de leur mieux pour vaincre un maximum de vide, pendant que Léo finit d'absorber assez de puissance. Il crée une énorme boule, et Tiris, elle, lance un autre sort avec plusieurs cercles magiques. Léo commence alors lentement à transférer la puissance de la boule dans son épée démoniaque, mais pour une raison quelconque, Tiris oublie ses cercles magiques et décide plutôt de soulever un bâtiment. Comme Léo ne peut pas bouger, Celia combine ses pouvoirs de reine vampire avec son épée sacrée pour le trancher en deux. Léo se souvient alors des paroles de Rosalia et réalise la vérité. Elle lui a demandé de tuer sa future fausse version pour trouver la vraie déesse. Il finit de charger l'épée avec le pouvoir des âmes et active sa propre puissance. Et Tiris active un bouclier divin. Léo est surpris par cela, mais il n'a pas d'autre option que d'attaquer. Pendant ce temps, les filles s'approchent enfin de Tiris et Harley se lève, chargeant son attaque. Sakuya dit à Alphine de les rapprocher et tout le monde se prépare à attaquer en même temps. Sakuya et Regina utilisent leurs épées sacrées pour ouvrir une brèche dans la barrière, donnant à Harley une chance de lancer son attaque. L'attaque frappe Tiris, qui désactive la barrière. Léo est confus quant à savoir qui a pu faire ça, mais il n'a pas le temps d'attendre. Il utilise toute la puissance qu'il a accumulée et la projette sur Tiris. Le corps du vide commence lentement à disparaître, et Celia n'en croit pas ses yeux. Elle se souvient des paroles de son père qui mentionnait qu'il croyait qu'un jour, le seigneur démon apparaîtrait pour protéger l'humanité des vides. Les vides commencent à disparaître, suivis par Tyrus. La cité d'assaut s'arrête alors de bouger, signalant leur victoire. Après cela, les âmes nocturnes quittent les corps des squelettes. William lui dit qu'il est fier de combattre aux côtés de Celia dans leurs derniers instants. Celia leur dit alors qu'en tant que dernière survivante de la famille, elle ne les oubliera jamais et qu'elle continuera de se battre pour eux. Et avant de disparaître, William mentionne que sa famille sera fière. Les filles arrivent et Celia court dans les bras de Regina. Le groupe est heureux de voir que tout le monde est sain et sauf, et Sakuya explique qu'Harley les a aidés à détruire la barrière divine. Des hélicoptères arrivent, et Fenris est heureux que Celia et les autres soient en sécurité. Ils montent rapidement à l'intérieur, et Léo est maintenant sûr qu'Harley
est celle qui l'a détruite. Cependant, il ne comprend pas comment une héroïne d'il y a 1000 ans est encore en vie. Célia lui demande pourquoi il a l'air si inquiet, mais il répond qu'il va bien. Il remarque un livre dans ses mains, elle explique l'avoir trouvé dans le bureau de son père, alors elle a décidé de l'apporter comme souvenir. Cependant, elle ne peut pas comprendre la langue. Elle mentionne que son père pouvait le lire et que le livre parle du seigneur démon. Léo est surpris et elle lui explique la légende du seigneur démon, mentionnant qu'il était autrefois un héros, qu'il vivait dans un château d'ossements, chevauchait un cheval squelettique, commandait une armée de squelettes et qu'il faisait aussi pleuvoir la foudre du ciel et cracher du feu de sa bouche. La réaction de Léo le trahit presque, quand il lui dit qu'il ne crachait pas de feu par la bouche, et elle lui demande pourquoi il en est si sûr. Il lui répond que ça ne lui semblait tout simplement pas juste. Il pense que ce conte de fées est intéressant. Bien que la véritable légende du seigneur démon et des dieux ne soit plus transmise, ces récits enfantins pourraient être les vestiges de ces temps anciens. Célia dit alors que Léo lui rappelle le seigneur démon de l'histoire, et Léo mentionne qu'il ne crache pas de feu par la bouche. Il demande ensuite à Célia ce qui arrive au seigneur démon à la fin, et Célia répond que le héros vainc le seigneur démon et que tout le monde vit heureux pour toujours. Léo pense que cette histoire est nulle. Après leur retour, Célia prend un bain, et Léo parle ensuite de Nétac à ses sbires. Et Blackus dit qu'il pensait déjà qu'il y avait quelque chose d'étrange chez ce type, même il y a 1000 ans. Léo leur dit que la résurrection de Tyrus faisait partie de son plan, et la prochaine fois qu'il apparaîtra, ils vont lui tordre le bras et lui faire cracher le morceau. Shari demande à Léo de se méfier aussi de l'héroïne elfe, et Léo se demande ce qu'elle fait même à cette époque. Il dit que pour l'instant, elle a été détenue dans une chambre à l'infirmerie de l'aéroport, et il mentionne qu'ils doivent découvrir quel est son objectif. Shari dit alors qu'elle a remarqué que Léo avait accordé la robe du véritable ancêtre à Célia, et elle le traite de stupide seigneur démon pour avoir fait ça. Léo se met en colère contre elle, et ses sbires s'en vont quand ils entendent Célia arriver. Léo est gêné de voir Célia presque nue, et elle mentionne qu'elle ne pouvait plus attendre car la robe l'avait épuisée. Elle demande la permission à Léo de boire ses fluides, et Léo l'autorise mais lui demande d'être douce, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter, promettant de se retenir cette fois. Ensuite, Alphine se demande si la débandade au 7e jardin d'assaut, un incident Hyperion, et le redémarrage du 3e jardin d'assaut sont liés, et elle pense que les élémentaires artificiels de la Fondation Filet pourraient éclaircir cette affaire. Elle trouve un fichier hautement protégé dans leur base de données. Et nous voyons ensuite Harley se réveiller à l'infirmerie. Elle pense que sa mission doit encore être incomplète, car elle n'a pas disparu et elle s'évade de l'établissement. Tout le monde entend une alarme suite à son évasion, et Léo pense que son royaume est trop bruyant. Il dit qu'il laissera tout le monde s'amuser jusqu'à ce qu'il ait pris le contrôle effectif de cet endroit. Et après cela, il trouvera Rosalia et étendra son royaume. Désolé les amis, c'est la fin de la première saison de cet anime. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'amour. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour faire connaître au monde notre amour pour l'anime.